Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Numériques pour votre émission du jeudi, c'est-à-dire l'émission Gaming, votre hebdomadaire, qui devient parfois des bi-hebdomadaires, qui devient parfois tout le temps, spécialisé dans le gaming. Soyez les bienvenus, vous avez vu ? Il y a de la place à côté de moi aujourd'hui. Il y a de la place à côté de moi pour une raison qui est très simple. C'est que la personne qui est là-bas, en régie, que vous connaissez très bien, qu'on embrasse fort, qui s'appelle JB, aka Kratos des numériques, mais aujourd'hui avec moins de barbe, va venir nous rejoindre dans un petit moment pour pouvoir parler jeux vidéo avec moi. Alors je regarde le chat et que vois-je ? Déjà, je vois deux personnes qui me font plaisir. Premièrement, je vois Ganesh 2 et c'est la première fois que je vois sur le chat. Comment ça va, mon frangin ? Je suis vraiment content de te voir. Oh, alors 3 personnes de ouf. Non mais là, je sais pas ce qui se passe. Ganesh 2 d'un côté, mon Pépé Garcia d'Amour que je retrouve ce soir pour l'émission Take On Me. Donc on vous attend à partir de 18h précise sur la chaîne Twitch et YouTube de Pépé Garcia parce qu'on va parler de plein de choses. On va parler avec Otaksu Roguelai X, on va parler aussi jeux vidéo. Ça va pas être exactement ce qu'on a dit ici, mais il y aura quand même des choses qui vont se recouper, sauf que on va faire participer les différentes personnes qui seront là. Et troisième personne, alors j'ai dit Ganesh 2, j'ai dit Pépé et mon frangin Reza que je retrouve bien entendu souvent chez Pépé Garcia d'ailleurs. La dernière fois qu'on s'est vu c'était chez Pépé pour un débat, mais alors haut de gamme. Comment ça va mon JB ? Tant que t'es là je te dis ça bonjour. Ça va très bien toi ? Écoute, ça va bien, moi je suis en pleine forme. Je vois des gens que j'aime. Déjà, il y a toute la famille habituée. Les Lozariofus, bien sûr Henri, les Sicarius, mon Madingue d'amour, Oncle Sam. Bien entendu, c'est que des gens. Caribou Ratafia, mais oui, mais c'est que de l'amour là, c'est que de l'amour. Donc ça me fait plaisir. Tu me connais, je suis quelqu'un d'enjoué par défaut. Même s'il se passe des choses de terribles parfois dans la vie, et tu le sais, il se passe des choses de terribles dans ma vie. Mais on garde la pêche, on garde la forme, et on est là pour parler de l'amour du jeu vidéo. Et oui, c'est vrai, Red Punk, Malo, mais Malo, je t'avais pas vu, mon Malo d'amour de mon cœur. Enfin, tu sais très bien, un Malo que j'embrasse, mon Lax, j'ai l'impression d'être à une grande fête, mon JB. Une grande fête où on va juste s'amuser. Et tu es le bienvenu dans cette fête. De toute façon, tu as toujours été le bienvenu dans cette fête. Tu le sais très très bien. Tu m'as dit ce matin. J'étais annoncé comme un boxeur, j'ai l'impression. Tu as été annoncé comme Kratos des numériques. Kratos, mais il a perdu en barbe, attention. Kratos des numériques. Ouais, il faut prendre un petit peu encore là. On va parler de plein de choses dans cette émission. C'est un programme. Je vais sortir mon téléphone portable sur lequel j'ai noté un petit peu le sommaire du jour. Sachez que c'est un programme qui se veut à la fois succinct, léger, mais à la fois dense. On va parler bien sûr, alors oui, on va parler concurrence de Steam Deck parce que là, c'est fini ou ça continue encore ? C'est fini Computex ? Je sais pas. C'est une question piège. Ok, on sait pas. En tout cas, là, ces jours-ci. Je pense que c'est fini parce que vu qu'on aura notre Otaksu d'amour ce soir chez Pépé, c'est que ça a dû se terminer, je pense. Bah, c'est simple, j'ai envie de dire ok Google, donne-moi les données. Non, c'est pas grave. Tant pis. On va dire que c'est fini. D'ailleurs, en parlant de ça, petite parenthèse, parenthèse. Dis-moi. Hier, j'ai juste parlé d'actualité comme quoi Gemini était arrivé en France. Ouais. On pouvait l'installer directement en passant par le Play Store. Ouais. Je l'ai fait en direct. J'ai posé une question à Gemini. Je te vois venir parce que toi... Juste, en fait, c'est un petit erratum, mais en même temps, voilà, c'est que je lui ai posé juste la question qui a gagné la Ligue des Champions. Okay. Et en fait, il m'a sorti un tableau. Il m'a même pas parlé, il m'a un peu sommé, il m'a sorti un tableau en disant, ouais, voilà, le dernier match, etc. Mais il n'y avait pas de truc en plus. Et j'ai dit juste, par exemple, vous voyez, là, en fait, là, c'est un petit couac, etc. Moi, j'entendais juste qu'il me parle et qu'il me dise qui a gagné la Ligue des Champions. Ouais. J'ai refait le test chez moi et effectivement, là, il m'a parlé en me disant, etc. Et quand je lui demande une recette ou un truc, il me sort pas comme faisait Google Assistant, recette ou un truc, il me fait une espèce de truc un peu plus, etc. Donc, je tenais juste un peu à faire le petit erratum là-dessus. Si tu fais évidemment une démo sur un truc et que forcément tu peux pas te baser sur un truc, c'était juste là en live. Salut Krisha. Alors, Jaco et Sicarius. C'est Sicarius qui l'a dit ? Attends, laisse-moi voir ça. Est-ce que c'est Sicarius ? C'est Sicarius. Sicarius, c'est Jaco ? Alors oui. Alors, JB est en train de tourner avec justement Megatron. Alors les amis, ils nous l'ont laissé et je tiens à vous dire merci parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. JB, franchement, on va le brancher. Un truc que je veux faire, un seul. On finira par ça. Non, un truc, parce que tout le monde, il y a Pépé, il y a tout le monde. Un truc. Non, promis. Regarde, je te dis, je fais un truc et je te dis ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu veux faire ? J'allume. Ouais.
je lui dis de se transformer une fois, et après je lui dis de se retransformer, et après j'éteins. Je fais que ça. T'es un enfant. Je sais. C'est promis. Regardez, pour ceux qui n'étaient pas là. Attends, parce que là, il faut juste anticiper sur le fait que quand il va se transformer, c'est plus vers l'arrière. T'inquiète, on va bouger en temps réel. On va bouger en temps réel. Allez. Alors, soyez prêts. Attention. Attends, parce que je le connais. Alors, t'as vu, j'ai ramené 2 cookies. Mais je vais le bouger en temps réel. J'ai ramené deux cookies, JB. Tu n'hésites pas, tu te sers, c'est pour nous. C'est gentil. Je suis redevenu gros comme avant. Maintenant, donc, du coup, je vais faire. Tu es parfait. Alors, hey, Megatron. What's wrong? Convert. J'adore ce truc. Voilà. Franchement, un gamin. Je ne me remettrai jamais. Il peut faire plein de trucs. Là, si on le laisse comme ça, il va respirer avec une façon de respirer un peu, comment dirais-je. Je peux pas le ramener. Je suis pas sûr de pouvoir le ramener, Pépé. On va essayer de traiter avec JB, avec Henri là-haut. Je vais demander. Henri est dans le chat. Il y a JB ici. Promis, Pépé, je tente. Alors Pépé, c'est possible, mais sache qu'on peut débarquer un jour à 4h du mat pour te demander un service aussi, un truc comme ça, tu sais. Mais Pépé, pas de problème, mais Pépé, de toute façon, Pépé, il est toujours là. Mais tu sais quoi, Pépé, je vais le ramener. Mais c'est une super idée, ça. Je pense qu'en vrai, il y a moyen de moyenner. Ok, j'espère juste que JB aura le temps de faire ses plans, etc. Oui, mais en plus, vous allez voir, Pépé, Otax, Amandine. Vous allez voir tout à l'heure, si jamais je parviens à le ramener, à quel point la qualité du truc, ça respire la qualité. Allez, on le détransforme et par contre, on lance notre émission. Hey Megatron. What's wrong? Convert. Je n'en peux plus de ce truc. Je suis vraiment gros fanatique. Mais franchement, gros fanatique. On va l'éteindre, c'est de l'autre côté. On va l'éteindre. On va laisser JB faire ses trucs. On va le charger et tout. Moi, j'ai quelques déjà remarques, c'est que c'est très énergivore. Ouais, donc. Pour faire la vidéo, pour vous dire, je l'ai utilisé même pas pour jouer, je l'ai utilisé juste pour faire quelques plans, etc. La batterie se vide à une vitesse dingue. Alors, je crois que ça se recharge vite. Oui, ça se recharge vite. Mais ça se décharge vite. Ouais. Donc, en fait, quand on l'avait, ça coûte 1300 balles, mais en fait, ça fait pas que ça. Ça fait plein de trucs. Tu peux le programmer, tu peux le faire des chorégraphies personnalisées, tu peux mettre des keys. On va en parler ce soir, Pépé. Pépé, on en parle ce soir. Comme ça, on aura le temps d'en discuter un peu plus en détail. Qu'est-ce que t'en dis ? On va rajouter ça. Vas-y, dis à Flo de rajouter un petit segment Megatron dans le. Dis à Flo de rajouter un petit segment Megatron dans le conducteur pour ce soir. On va en parler en direct. Ça va être cool. C'est énergie et surtout ça te laisse des traces de malade. Ouais. Ça par contre, faut faire attention. Faut faire attention, alors, Pépé, parce que. En frottant, mais quand même, tu vois, faut faire gaffe. Mais c'est quand même très cool. Il y a une vraie qualité et il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Mais on en parlera ce soir en détail. On va se lancer gentiment dans l'émission. Juste dernière parenthèse avec ce genre de jouet, c'est que pour moi, on a parlé vite fait, tant qu'on est un peu gaming, jeu, on va déborder un peu. Je me dis que ça, c'est le dernier vestige de ce qu'on sait faire en jouet et qu'un jour, tu me mets du chat GPT ou un truc là-dedans, là, ça va devenir malade. Tu vois, ça va devenir, on va être small soldiers, tu vois, en fait, ça va être ça, en fait. Et se posera la question de à quel point on doit mettre de l'IA ou pas dans tout. Tu sais, je sais plus si c'est avec toi ou pas, on avait fait un live, on a dit faites gaffe, vous allez voir, on va avoir de l'IA débarquer partout. Pour les jouets, ça pourrait être cool, comme ça pourrait être aussi dangereux, tu vois, notamment pour les enfants. Bien sûr. Il y a plein de choses, il y a plein de questions qui se posent, etc. Alors, si tu achètes Optimus Prime, tu viens quand tu veux, on va les faire combattre. Parce qu'en plus, c'est prévu. C'est prévu. Oui, il y a Optimus Prime qui était sorti il y a à peu près 1 an, je crois, ou un peu moins, je sais plus. Je suis un peu perdu. Non, même un peu plus d'1 an. Oui, effectivement, on peut simuler des batailles entre les deux, etc. Leur demander de faire des chorés. Enfin, c'est tout ça. On va faire le programme très rapidement. Parce que quand même, on va commencer par le programme. On va parler donc machine portative post-Steam Deck. Je dis pas post-Switch volontairement. Vous remarquerez qu'ici, il y a un FPS de qualité. On y reviendra. Mais on va parler de toutes ces machines post-Steam Deck avec les PC console ou console PC, selon le sens. On va parler un peu Prince of Persia, on va parler Kena, Dragon's Dogma 2,
Baldur's Gate 3, un petit peu, ça c'est le petit clin de JB. J'avoue, petit message de Malo DX, ça aurait été marrant de faire un top des jeux Seconde Guerre mondiale, tu vois. Ah, c'est vu qu'il y pas avait eu faux. le débarquement, peut-être que si on a un peu de temps, ouais, à la fin. Ok, carrément. Je dis ça, mais c'est carrément. Alors, mais, je suis. sachant que moi j'ai déjà celui. J'ai quelques références, mais je suis pas le plus poussé, mais on peut tenter. On va essayer de faire un petit top jeu de la Seconde Guerre mondiale en ce jour effectivement spécial. Bon, j'ai été assis sur PC, on va en parler, mais vite fait parce qu'il n'y a rien à dire. Selaco. Ça, ce jeu s'appelle Selaco. On va en parler en détail. C'est un jeu qui est venu s'imposer chez moi comme un candidat au GOTY au bout d'1 heure de jeu. Vraiment. C'est grâce à Naufrag, c'est pour ça que je les ai remerciés. On rappelle que Chrono a une clé gratuite avant de parler de ce jeu. Alors, pas du tout, je l'ai acheté, mon ami. J'ai acheté Selaco. Donc, et d'ailleurs, je sais pas qui me posait la question, Selaco, c'est un jeu qui est rétro dans son design, mais qui a plein d'effets techniques futuristes, notamment en termes de lumière, de fumée. D'accord. Enfin, il y a vraiment, c'est un jeu qui fait rétro parce que c'est du pixel et tout, mais qui est bien détaillé, c'est un truc de dingue. Et quand tu lances le jeu sur Steam Deck, en fait, il voit que c'est un Steam Deck et il te propose mode Steam Deck Performance ou Steam Deck Qualité. Et c'est le moteur, effectivement, GZ Doom, ça l'affiche au départ. Et ce qui est intéressant avec Selaco, c'est que je me demandais un jeu comme ça, combien ça consomme. Là, vous voyez, je suis à 75% de batterie et il me reste 4h40 de batterie sur ce jeu-là, qui est un jeu qui n'est pas le jeu le plus lourd. Donc un jeu AAA, ça va être un peu moins de 3 heures. Par contre, qui est un jeu quand même qui demande des ressources, mine de rien. Vous allez lire, je vous inviterai à lire tout à l'heure la preview de Naufrag sur Selaco et vous allez voir que en fait bon, ils sont ultra convaincus et même sur la configuration de je sais plus qui a fait le test, et bien en poussant certaines options ça peut être demandeur de point de vue technique, tu vois. Ouais. Bref, on va en parler en détail tout à l'heure. Et puis à la fin, on va quand même parler un petit peu de cette période un peu spéciale qui commence dès aujourd'hui, qui a un petit peu commencé en avance. La période, j'ai envie de dire, de l'E3, parce que moi je n'arrive pas à me défaire de cette appellation E3, même si l'E3... On est des vieux. Ouais, on est des vieux, je sais. Des vieux. Mais Zangui, bienvenue à toi. Red Punk, je t'ai même pas dit bonjour. Salut Yogi. Yogid Mise. Bienvenue à tous. Magaki aussi. Soyez les bienvenus. Donc on va parler de cette période de l'E3 qui est en train d'arriver là. Et je vous avoue que moi c'est une période que j'ai toujours aimée parce que c'est une période où on peut se permettre de rêver. Un petit peu. On peut se permettre de rêver, même si, très honnêtement, ces dernières années, j'ai plus été déçu. Au final avec un tout petit peu de recul, hein. Juste après les conférences, je me dis bon, j'ai pas beaucoup tremblé à peu d'exceptions près, mais on est dans cette période et moi savoir que c'est en train d'arriver, voir un petit peu toutes les conférences avec tous les horaires et tout, ça me met en joie dans une période à la fois vidéoludique, compliqué notamment pour l'industrie, hein, pour les développeurs et ce genre de choses, et personnellement un petit peu tendu parfois, donc je vous avoue que là c'est un petit vent de bonheur dans la vie, et voilà, on va potentiellement bien rigoler, avec une chance sur 2 que la conf PC, une chance sur 2. 2 chances sur 3 que la conf PC soit à chier, mais une chance sur 3 qu'elle soit vraiment bien, parce que ça arrive, une année sur 3, la conf PC elle est très très cool. Donc voilà, mon JB, comment ça va? Comment ça s'est passé le live hier? C'était bien. J'avoue que je me suis senti un peu rouillé quand j'ai fait le live tout seul. Faire un live tout seul, c'est toujours compliqué au début quand tu commences. Faut surtout avoir des news, mais je pense que la prochaine fois que je ferai un live, des fois je ferai un peu d'actu, mais je ferai un peu plus des thématiques. J'aime bien parler des fois de certains sujets, ou, des trucs comme ça. T'as bien raison. Après avoir avec le chat, je sais pas si être plus là pour l'actu ou pour papoter avec nous au final quand on part sur un truc. Pendant des heures, alors qu'on avait genre 12 news, et en fait on en fait 1,5 parce qu'on a parlé pendant 1h30. C'est ça. Voilà. Moi, c'est mes trucs préférés parce que dans le chat, les gens, ils sont tellement... ils sont chauds. Donc, ça me permet de partir en débat, et des débats qui sont toujours constructifs, surtout pour moi, parce que eux m'apprennent beaucoup de choses, en fait, quand je commence à parler de choses. Et c'est cool. Bon, on va commencer par parler de ces machines-là qui inondent le marché depuis quelque temps, notamment je lis ce que Red Punk est en train de dire, et il dit, ça n'engage que lui, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont dans ce cas de figure-là. On est surtout là pour passer un bon moment. Parler, c'est top. Les news, c'est cool, mais on est des gens connectés, on voit tout passer sur les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est vrai que finalement,
juste raconter ce qui se passe dans une news, c'est sympa, mais en parler, donner notre ressenti dessus, notre vision d'avenir, débattre pourquoi pas pour justement apporter de l'eau dans notre propre moulin, hein, parce que personnellement, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des avis, notamment quand j'ai fait l'émission avec Lame, là. Récemment, j'ai fait une émission, donc Option Tech avec Lame, où on a parlé du casque d'Apple notamment, et moi j'avais des idées assez précises sur le casque d'Apple, et j'ai appris pas mal de choses en fait dans cette émission, parce que j'ai reçu pas mal d'éléments en fait que je n'avais pas de point de vue développeur par exemple. Moi j'avais un point de vue très consommateur, et c'était vraiment super intéressant. Et moi c'est vrai que j'aime beaucoup me nourrir personnellement des débats, des discussions, c'est mon moteur, ça me nourrit. C'est comme ça qu'on change un peu de point de vue aussi. Hein. Sinon, exactement. Bah ouais. Sinon on est dans une sorte de dystopie un peu chiante. Alors, mais bien sûr que c'est le but et que c'est la vie, les échanges, mon pépé. Toi-même, tu es le mieux placé pour en parler. On va commencer par parler de la Zotac Zone. La Zotac Zone, j'ai vu la vidéo. Bonjour à Bastien. Justement, on parle de la Zotac Zone. Et qui a mis les mains dessus ? Ah bah c'est Bastien, donc ça tombe très très bien. La Zotac Zone, qu'est-ce que c'est ? C'est une machine PC console portable telle que la Roguelite, telle que la Lenovo Legion. Salut Karl. On embrasse Karl. Telle que la Lenovo Legion Go. Tel que comment ça s'appelle le Steam Deck. Même si le Steam Deck, je le mets à part très volontairement. On va expliquer pourquoi. On va descendre un peu. On va regarder la vidéo de Bastien dans un petit moment. Elle ressemble à ça. Pour l'instant, c'est un mock-up. Hein. Enfin, c'est presque un mock-up. C'est-à-dire que c'est une version qui est loin d'être définitive. Mais fonctionnelle. Mais fonctionnelle, absolument. J'ai regardé en détail. J'ai regardé la vidéo d'Otaksu. Il a fait une vidéo de, je sais pas, il a dû faire une vidéo de 20 minutes facile dessus, tu vois, où il entre dans le détail de la machine, où il a quelques réserves sur pas mal d'aspects, notamment sur l'autonomie, parce que l'autonomie est annoncée à 125, à 1h25 minutes, ce qui est peu en soi, et en même temps, et en plus c'est annoncé comme ça avec la consommation minimale, c'est-à-dire à 15 watts. Donc ça veut dire que... Les performances bridées, etc. Voilà. Après, et donc... Après, à prendre, encore une fois, c'est pas des pincettes, mais... c'est des formats qui nous permettent de jouer avec des batteries externes aussi, tu vois. Donc c'est 1h30 solo, après tu peux avoir une petite batterie, ça peut augmenter. Certes, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est préjudiciable, mais c'est pas rédhibitoire. Alors ça dépend des gens. Pour être tout à fait honnête avec toi, alors déjà oui, c'est du Windows, c'est pour ça que je vous dis que je fais vraiment... Après, est-ce que tu veux pas qu'on fait un tour des specs et après on parle un peu... de la machine ouais. Alors... Même justement des problématiques. Alors, les specs, il faut que je vois où est-ce qu'elle est sa fiche technique, même si de tête, de toute façon, c'est du Z1 Extreme qu'il y a dedans, c'est du 16 Go de DDR, c'est un écran AMOLED de 7 pouces en 1080p 120 Hz qui n'a pas de VRR. 16 Go, ça je l'ai dit. Donc Ryzen 7 8840U, donc c'est un Ryzen Z de l'extrême. Ok, SSD 512. C'est un équivalent, c'est pas le Ryzen. Oui, mais en fait, oui, probablement. Je t'avoue que je sais pas, mais peut-être il me semble que c'est la même dénomination, mais que ça s'appelle différemment. Un peu comme, je sais plus comment s'appelle la puce, elle s'appelle, je sais pas moi, Sephiroth ou bien Iris, mais que le nom. Non, mais c'est juste que peut-être même si c'est le Z1 est un dérivé de celui-là, c'est peut-être des réglages différents, donc on peut pas dire exactement que c'est la même puce. Ok, d'accord, autant pour moi. Donc, batterie seulement 48.5, seulement 48.5, en fait, je comprends dans l'idée pourquoi il est écrit seulement, mais personnellement, je ne mettrais pas seulement. En fait, il est écrit seulement parce que dans la concurrence, tu as la Roguelite X qui arrive avec une batterie de 80 Wh. Elle a 48.5, c'est à peu près comme le Steam Deck OLED ou bien le Legion Go. Et c'est mieux que la Roguelite de base qui était à 40. Donc c'est pour ça qu'il a mis seulement par rapport à la Roguelite X, mais la Roguelite X fait vraiment office d'exception à ce niveau-là. Sa batterie est très grosse, c'est l'exception. Donc, incapable de descendre sous les 15 watts, on en a parlé. Devait pas tenir plus d'1h30 minutes en jeu. Effectivement, ils annoncent 1h25. Un mix d'Alae, oui. Alors, la machine, comme on peut le voir là, elle a une disposition des sticks symétrique
qui rappelle un peu la disposition du Steam Deck, mais en un peu différente, hein, parce que sur le Steam Deck, les sticks sont séparés à l'horizontale, là c'est un peu plus diagonal, avec une croix. Bon, de toute façon, tout le matos de cette machine-là n'est pas définitif. Hein. Otaksu nous disait dans sa vidéo, par exemple, que les pads tactiles, c'était un morceau de plastique qui faisait clic, et qu'en réalité, le pad tactile n'était pas, il n'était pas fonctionnel aujourd'hui. C'est très plastique, etc. Mais on va dire que c'est une intention concrète. Oui, c'est là à ce niveau-là, c'est clairement un prototype. Il y a même... C'est commercialisé dans pas longtemps, donc c'est un prototype quand même presque version dev. Hein. On n'est pas sur genre comme la présentation de la PS3 avec des manettes extravagantes, puis 6 mois après, c'est autre chose. Non, on est vraiment sur quelque chose de très avancé, mais qui, comme on peut le voir, n'est pas encore à 100%. Non, c'est pas fini. Salut Nico, que je retrouve dimanche à son événement Gaming Night. Je sais plus comment s'appelle l'événement. Gaming Night Live, je sais plus jamais, j'ai oublié le nom. C'était plus simple quand c'était Xbox Squad, mais en tout cas on se retrouve et il y aura aussi Malo. Enfin, Gaming Night Live, voilà. Donc c'est un prototype avancé, c'est un prototype fonctionnel, hein, avec un menu. Il y a juste, alors il y a le, comment ça s'appelle ? Il y a l'interface, donc la surcouche de joystick, parce que là où ça va se jouer en général dans ce genre de machines, ce sont des machines qui tournent sous Windows. Ce qui, pour moi, est un point négatif, mais il y a des gens qui recherchent ça. Après, tu parlais d'une batterie externe et ce genre de choses-là. Pour moi, ça, c'est pour des machines transportables, pourquoi pas, mais pour moi, c'est une machine portable. Moi, je m'en sers, je la mets dans son petit sac. Ouais. Je vais rendre visite à mon père à l'hôpital. Je la prends, je l'allume et je joue. La machine doit suffire elle-même. Ouais. Si tu commences à avoir des trucs en plus, pour moi, ça commence à faire un peu, mais pas suffisamment, tu vois. Mais dans l'idée, je comprends, ça peut suffire, effectivement, ça peut suffire. Mais par contre, le vrai point, en fait, de questionnement que j'ai sur cette machine, il y en a deux, en réalité. Premièrement, je ne sais pas si on a le prix de cette machine. Si, je crois que c'est annoncé autour des 800 €. J'ai un doute, ou alors je confonds avec une autre machine que j'ai vue, mais il me semble que c'était ça, décent. J'ai un doute, hein, dis ça... Attends. Parce que j'ai lu plein d'articles sur des consoles et je suis plus sûr. Oui, c'est ça, autour de 800 $. Oh, Seigneur Dieu, maintenant. C'est 800 $, donc attendez-vous à ce que ça soit plus cher en France. Mais non. Alors, je vous le dis gentiment et sans aucune animosité versus Zotac, parce que je m'en fiche un peu. Je vous le dis très honnêtement, cette machine ne va pas se vendre. Du coup, 800 $, ça ferait à peu près du 1000 € en France. Hein. Vous comptez 20%. Même s'ils arrivent à faire une Nvidia, genre ils arrivent à te faire un ratio euro-dollar, même s'ils te la sortaient à 750, cette machine ne va pas se vendre. Pourquoi en fait, JB ? C'est une machine qui sort dans quelques temps, donc en août-septembre comme il est écrit ici, avec une fiche technique d'une machine qui est sortie il y a 1 an. Concrètement, hein, à peu de choses près, hein, on a dit équivalence Z1 Extreme, etc. Une machine qui est sortie il y a 1 an pour pour la Roguelite, et il y a 7 mois, peut-être 8 mois pour la Lenovo Legion Go, qui sont littéralement sur le même tarif, sur le même segment, même pas tarifaire, de performance, mais à un tarif qu'on retrouve déjà de façon bien plus... Ça, oui, c'est sûr. Après, faut se dire aussi qu'il y a eu une brèche avec toutes ces histoires de consoles portables. Zotac arrive aussi en retard, donc ils disent on essaie de rattraper la hype, et en se disant peut-être qu'ils vont sortir une autre version plus rapidement l'année prochaine, tu vois. Non mais JB, regarde. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. J'essaie juste de comprendre leur logique. Ouais, mais en fait, moi justement, je n'arrive pas à comprendre leur logique, parce que quand tu réfléchis 2 secondes, si tu arrives versus une concurrence qui est installée, il faut que tu aies une valeur ajoutée concrète. Là, tu le vois en fait dans leur fonctionnalité. Ce qu'ils essaient de rajouter, c'est de dire vas-y, on met un écran LED 100 Hz. Ça servira à quoi 1080p 100 Hz ? Tu pourras pas afficher 120 images par seconde tu vas l'afficher sur des jeux en 2D, par exemple. Sur des jeux de rétro gaming et encore. Avec les histoires de Bastien Le Monde dans la vidéo, d'ailleurs tu peux laisser tourner la vidéo. Mais ce qui est chiant sur autour des sticks, en dessous des sticks, tu peux t'en servir j'ai vu, je sais pas pourquoi. Donc ils essaient de gratter un peu sur des petits trucs en plus, mais effectivement en termes de perf et en termes d'autonomie surtout, comme tu l'as dit, on est en dessous des autres consoles ou égal, donc c'est compliqué et problématique d'arriver plus cher. Pour une première non mais c'est compliqué, surtout que normalement la valeur ajoutée
elle est censée être suffisamment violente pour que tu puisses justifier le prix. Là, à me dire, t'as des trucs autour de ton stick dont je sais même pas à quoi ça va servir. Ouais, c'est connu. Moi, j'avais une 1080 Zotac ou une 4080 ou une 480 Zotac à l'époque. Ce sont des constructeurs notamment de cartes graphiques. Je sais pas s'ils font d'autres choses en termes de matos, s'ils font des disques durs, de la RAM, ou est-ce qu'ils sont je sais pas, la RAM, je sais pas trop. Carte graphique, je sais plus. Je sais pas trop, mais moi j'avais une carte graphique, ça fonctionnait bien. Hein. Dans le chat, on avait demandé la dernière fois, il y avait d'autres personnes qui avaient eu des cartes graphiques Zotac et puis ça marchait, quoi, qui n'avaient pas eu spécialement de soucis. C'est une marque qui était un peu agressive. Hein. À l'époque, j'avais acheté cette carte graphique-là parce que c'était moins cher. Ouais, généralement c'est la marque un peu moins chère que les autres. Exactement. Mais là, je vous avoue que je comprends pas leur move. Ils veulent juste montrer qu'ils sont présents. Ils veulent juste dire, ok, on existe, on est là. Mais même s'ils ont pris le parti de faire du AMD, donc quelque chose qui fonctionne bien, contrairement à MSI dont on va parler tout à l'heure, qui était parti, eux, sur de l'Intel. Les différenciations, genre le bloqueur de gâchette, c'est en vrai, ce sont pas des choses qui font que tu as envie de payer plus pour ça. Non, mais je comprends, mais je suis d'accord. Hein, mais moi, je pense juste que c'est potentiellement une histoire d'être aussi sur le secteur. Ils arrivent plus tard, mais de toute façon, ils peuvent pas faire moins cher, sinon vraiment perdre en termes d'argent, vu le coût investissement. Et je pense qu'il faut éventuellement s'attendre. Alors, c'est là où on peut rebondir sur notre autre sujet, sur l'annualisation de ces types de consoles. C'est soit l'année prochaine, ils arrivent avec des perfs mises à jour ou un processeur mis à jour avec les concurrents, et donc du coup ils sont au même tarif et ils seront au même tarif que les autres concurrents, soit c'est potentiellement ils ont un form factor qu'ils n'ont plus à rentabiliser, donc ils pourront éventuellement faire une autre version moins chère. C'est des suppositions, tu vois, mais effectivement là c'est difficile de conseiller cette console là. Et puis encore une fois, moi je te dis, l'écran, on a beaucoup parlé de la Switch avec l'OLED, etc. Donc il y avait un espèce d'engouement autour de l'OLED, mais là en fait c'est un peu se tirer une balle dans le pied que de mettre un écran 1080p 120 Hz, même s'il est OLED, tu vois. Parce que ton hardware en fait suffit pas. En fait, il n'est pas aligné avec entre guillemets la console de l'écran plus l'affiché du 1080p pour tes jeux, tu vois. Du 720p, c'est pour une console portable, c'est parfait, tu vois. T'as pas besoin de 1080p. En fait, il y a plein de gens qui ne savent pas ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, quand je leur dis que le Steam Deck c'est du 800p, ils me disent ouais, mais c'est pas flow. Et là, je leur montre en fait un FF7 remake, je leur montre un Ghost of Tsushima, je leur montre n'importe quel jeu, ils disent ah ouais, en fait, purée, la qualité visuelle elle est dingue parce que je sais pas exactement comment c'est joué. Mais il y a une question de Kamestos qui est super intéressante et je vais y répondre parce que pour le coup, moi je suis quasiment certain d'avoir la réponse à ça. Il dit étonnant. Salut Jérémy. Il dit étonnant que personne d'autre n'essaie de faire une console sous Linux comme Valve. Il y a deux raisons à ça. Il faut savoir que Valve a commencé à travailler à faire du jeu vidéo sur Linux depuis plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que Valve essaye de pousser Linux et Valve s'est cassé les dents plusieurs fois avant d'y parvenir. Il y a deux aspects qui permettent de s'en rappeler pour ceux qui s'en souviennent ou bien de vous rafraîchir la mémoire pour ceux qui ne s'en souviennent, enfin de vous l'apprendre pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Voilà, il y a Romain qui nous le dit, les Steam Machines. Les Steam Machines, c'était des machines qui étaient, on va quitter ça, c'était des machines qui étaient assemblées par, je sais pas moi, Alienware, MSI, Asus si vous voulez, et qui tournaient sous Linux, sous un système d'exploitation qui est un dérivé de Linux, mais en fait le problème c'est que tu avais très peu de jeux qui étaient compatibles. Il suffit d'aller sur Steam, de décocher Windows et Mac. Déjà si vous décochez juste Windows, vous allez voir à quel point il y a très peu de jeux. Il y en aura quelques-uns sur Mac, il y aura du Baldur's Gate 3, il y aura quelques jeux comme ça sur Mac. Mais si vous décochez Windows et Mac et que vous ne laissez que Linux, vous allez voir que aujourd'hui c'est un peu mieux peut-être, je sais même pas, j'ai pas vérifié, mais à l'époque où les Steam Machines sont sorties, les amis, c'était impossible de se contenter de faire du jeu vidéo quand on est un minimum gamer avec du Linux uniquement. Ils se sont cassés les dents plusieurs fois. Ils ont travaillé à faire une sorte de système qui permettait d'optimiser du jeu vidéo sur Linux. Et attention, là je vais dire quelque chose que les gens ne savent peut-être pas, mais avec leur Proton dont parle Kamestos, l'optimisation de jeux vidéo sur SteamOS à configuration équivalente est supérieure à l'optimisation Windows. C'est-à-dire que quand tu lances un jeu exactement dans les mêmes paramètres, avec la même configuration, d'un côté SteamOS, de l'autre Windows, il tourne mieux sur SteamOS que sur Windows, parce que, comme nous le dit Lax, Proton, c'est une dinguerie. Proton, c'est un truc de malade. Et Valve
Gabe Newell, j'ai vu ça dans une vidéo de Leo Techmaker et Iconoclast que j'embrasse, qui sont des frangins. Valve, Gabe Newell, en 2013, il me semble, a dit le futur du jeu vidéo, c'est Linux. Il a dit cette phrase stricto sensu. Et effectivement, quand ils sont arrivés avec Steam Deck, il y a Ganesh. Regardez ce que nous dit Ganesh. Ce que nous dit Ganesh de là, c'est super intéressant. Il dit qu'il a joué 150 heures à Starfield sur son Steam Deck. Starfield qui est, rappelons-le. Donnez-moi une seconde, il faut absolument que je vous montre que je vous prouve ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est trop facile de parler sans montrer clairement. Starfield qui est, rappelons-le, je vais dans ma bibliothèque, tac, Starfield. Là, on est sur Starfield. Il y a quelqu'un en bas à droite, vous allez voir, c'est un jeu qui est non compatible Steam Deck. Non compatible Steam Deck. C'est-à-dire qu'officiellement, selon Valve, ce jeu ne peut pas être lancé sur Steam Deck. Regardez, vous le voyez pas bien parce qu'on est sur une caméra distante, mais là, il n'est pas compatible. Et effectivement, oui, en fait, le jeu fonctionne sur Steam Deck. Moi-même, j'y ai joué sur mon Steam Deck. Donc, autant vous dire que, oui, effectivement, il y a Valve qui a travaillé pour que les jeux fonctionnent sur Steam Deck et ils ont vraiment travaillé à fond. Alors attendez, il y a notre madame qui nous fait une autopromo et il a bien raison, on te le permet. Si vous permettez un peu d'autopromo passé, c'est ce que je détaillais dans mon article consacré aux jeux sur Linux dans Canard PC. Et voilà, tu as bien raison de nous mettre le lien, mon cher Madingue. Mais tout ça pour dire que, en fait, eux, ils ont misé sur Valve. Mais pourquoi est-ce que les autres ne font pas? Alors, la question de base, c'est pourquoi est-ce que les autres ne tournent pas aussi bien sur... pourquoi est-ce que les autres ne vont pas sur Linux? La raison, elle est très simple. C'est plus simple pour eux. Ils installent Windows, ils payent juste la licence et ils sont pas emmerdés. Premièrement, parce que c'est-à-dire avoir en interne toutes des équipes comme Steam s'est fait chier à développer Proton, à devoir faire tout en interne, ou alors passer par Steam et du coup avoir un client, pas un client, mais avoir un truc rebrandé, tu vois. Mais bien sûr. Et alors, ce que tu dis là, c'est exactement ça. Premièrement, c'est une question de simplicité. Deuxièmement, dans la simplicité, tu l'as dit, il y a le fait que Valve a travaillé dessus. Ils ont des ingénieurs qui travaillent à fond sur Steam Deck depuis des années. Il y a un Français dans le tas, d'ailleurs, j'ai oublié son nom, mais Madingue, en grand fan du Steam Deck, il va nous donner son nom en 2 frames. Je crois qu'il a un prénom composé, le Français, Pierre quelque chose, je sais plus. Et donc, ils s'y sont mis à fond dessus pour que ça puisse fonctionner de façon simple. Et surtout, ils avaient une vision de console. Et le dernier point qui est le plus important, le dernier point, Pierre-Loup Griffet. Bam! Je savais que Madingue l'avait. Je l'avais dit. Le dernier point qui est quand même très très important, c'est que, laissez-moi réfléchir, je suis en train de perdre mon propos parce que j'ai lu le Pierre-Loup Griffet, ça m'a fait la simplicité, etc. Simplicité d'une part. Oui, voilà. Alors, le dernier point, c'est que Steam, en fait, leur avantage, qui est un avantage de dingue, c'est que qu'on le veuille ou non, je pense que le Steam Deck est vendu un peu en dessous Enfin, je pense que le Steam Deck n'est pas rentable en tant que machine. C'est pas là, ils ont besoin de faire du prix. JB vient de tout dire, ils n'ont pas besoin de faire du prix, pourquoi? Parce que chaque fois que quand vous lancez votre Steam Deck pour la première fois, ils ne vous proposent pas de bureau, ils ne vous proposent pas d'installer des stores, ils vous montrent Steam avec des jeux. Ce qu'ils veulent, c'est que vous achetiez des jeux sur Steam. Mais bien entendu. Donc en fait, ils s'en foutent d'être rentable sur la console. Bien sûr. Quand vous êtes Valve et que vous prenez, on va dire 30% pour simplifier, même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand vous êtes Valve et que vous prenez 30% sur chaque vente de jeu, vous n'en avez rien à faire en fait de vendre des Steam Deck à 500 balles, contrairement à n'importe qui doit lutter pour vendre des machines à 800 balles. C'est un peu comme les Sony, Xbox, quand ils sortent leur console au début, on dit toujours qu'ils sont pas rentables et que ça s'équipe sur le long terme parce qu'ils achètent des jeux, ils s'abonnent aux services, etc., etc. Absolument. C'est à peu près le même, enfin je pense, comme tu l'as dit. Bien sûr. Je rebondis, je fais que paraphraser ce que tu dis de toute façon, mais là pour le coup, mais oui, maintenant que tu lis, ça semble évident. Mais oui, mais attends, mais Red Punk, laisse-moi te dire, petite confession, petite anecdote personnelle. J'ai joué à... j'ai Sifu FF7 Remake sur Epic Game Store. Donc j'ai installé mon Steam Launcher. D'ailleurs, ils ont sorti un nouveau programme qui permet d'avoir directement le jeu dans Steam sans même passer par Epic, par exemple. Mais bon, on va en parler une autre fois, ça. Donc j'ai Sifu FF7 sur Epic.
J'ai Prince of Persia et puis j'ai Diablo 4 sur comment ça s'appelle, et Dada 2 aussi sur Epic, et Diablo 4 sur Battle.net. J'ai installé tous ces launchers là avec un seul clic. T'installes un launcher, ça va très très vite, il y a pas de souci. J'ai lancé Sifu, FF7, tous les jeux que je viens de citer, tout fonctionne à merveille, il y a pas de problème là-dessus. Sifu, pendant que j'étais en Corse, il était en promo sur Steam. Je l'ai désinstallé de Epic et je l'ai racheté sur Steam. J'ai pris mon dossier de sauvegarde sur un ordinateur, sur mon laptop. J'ai pris le dossier de sauvegarde. J'ai fait un copier-coller dans mes documents. Ouais. Ma sauvegarde de Sifu, dans mon Steam, elle est en frame 2, elle était là. Donc en fait, c'est vrai qu'ils sont très forts parce que pour un clic de moins, littéralement, et de temps en temps une reconnexion qui fait chier parce que c'est comme ça sous Windows, de temps en temps il te dit ouais, vérifier le mot de passe machin, ouais ceci mise à jour du launcher machin, pour un clic de moins, je préférais le racheter sur Steam Deck. Et Kingdom Hearts que j'ai tous les Kingdom Hearts là, donc les 50 000 jeux sur Epic, effectivement depuis 2021 Ganesh, 2021 il me semble, donc ça fait 3 ans. Steam Frame 2. En plus, je sais pas, alors j'espère que ça sera signé parce qu'il y a un point quand même d'interrogation, c'est que Kingdom Hearts sur Epic ne fonctionnait pas à l'époque où j'y ai joué, ne fonctionnait pas hors ligne. Kingdom Hearts qui est un jeu solo, il fallait avoir une connexion pour pouvoir jouer au jeu. Ouais. Sur Epic. Donc, je ne sais pas trop, j'ai pas encore eu le temps de le tester, mais j'ai hâte de voir si, quand il va sortir sur Steam, il aura un vrai mode hors ligne en fait. Et je ne sais pas si depuis, en fait, ils ont mis un mode hors ligne sur le Epic Game Store. Mais on devait aller au deuxième point, en fait. On fait un petit tour par la MS Cyclo i8+, là, machin. Et puis après, on va parler du deuxième point dont tu as parlé, c'est-à-dire le renouvellement annuel, etc. Qui est quand même un point qui est, à mon sens, très, très important. J'allume mon ordinateur qui est éteint. On va aller sur la MSI. Je vous avouerai quelque chose d'entrée de jeu. J'ai été tellement échaudé par la MS Cyclo. Et comme on dit, vous connaissez l'expression, chat échaudé craint l'eau froide. J'ai été tellement atteint, tellement touché par le fiasco de la MS Cyclo, vraiment, que j'ai même pas lu la news en fait, JB. Je sais même pas ce que ça raconte. Je sais juste que MS Cyclo va sortir une nouvelle version. Tu connais pas? Attends, elle existe cette expression ou pas? Chat échaudé, craint l'eau froide. Oui. Ah bon, c'est pas martiniquais, on est d'accord. C'est un truc. C'est comme moi qui dis j'ai pas les trous en face des yeux, c'est que des fois même moi il m'arrive de changer des trucs. Ah ouais. Et en fait au final c'est sûrement ça. Et l'idée est là. Ah ouais, mais moi je suis sûr qu'elle existe. Ok, merci Kamestos. Donc. En fait c'est pour ceux qui n'ont pas suivi l'actu, je rebondis vite fait, mais vas-y, dis-moi tout. On s'attendait à ce que justement avec cette console il y ait des grosses perfs comparées aux autres consoles parce que c'était nouveau processeur, etc. Ouais, les ultras de chez Intel. En fait, ça n'a pas été le cas. Il y a eu entre-temps une mise à jour du BIOS. Qui donnait plus 30% selon eux. On n'a pas pu le tester. Mais dans les faits, c'était pas aussi probant et c'était selon certains jeux. Et en fait, l'idée, c'est de remettre à jour le hardware et de sortir avec un autre processeur. Alors, je ne sais pas si c'est pour cette année. Ils appellent ça... C'est juste après en termes de date. Je ne sais pas si c'est Lunar pour le Lake. prochain mois. Je pense qu'en général, c'est dans quelques mois, ils vont rafraîchir la gamme portable et peut-être qu'à ce moment-là, justement, ça va arriver. Parce qu'on vous le rappelle, ces consoles-là s'appuient essentiellement sur les processeurs de laptop. C'est ça. Et en fait, cette console-là, quand on l'avait essayé avec Guillaume, vous allez dire que je parle beaucoup d'Otaxo aujourd'hui, mais franchement, c'est pas une blague. Quand on l'a essayé avec Guillaume, cette console, Guillaume me dit vas-y teste machin, je regarde un peu mais je dis mais Guillaume il y a un problème, t'as mal fait quelque chose, t'as mal configuré un truc, tu t'es trompé, t'as pas mis à jour ton firmware machin, en fait t'as fait quelque chose. Et il me dit non mon chrono. Et là je vais voir la vidéo d'Otaxo et je vois qu'Otaxo il dit la même chose que Guillaume. Après ça je vais voir Pierre Le Goupil, la même chose que Guillaume Otaxo. Donc je les appelle, je fais mais attendez les mecs comment c'est possible. Et Otaxo me dit mon chrono je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment cette machine a pu sortir dans cet état à l'époque. Parce que tu sors une machine comme ça, tu l'envoies à des journalistes qui vont la tester. Le message, il est ultra négatif pour ton image. En plus, MSI, c'est une marque qui n'est pas une marque négative. Mais après, c'est Toi, c'est une question de présence. C'est encore une fois, c'est concurrence. Il faut sortir un produit dans le temps. C'est pas à jour. Oui, on patchera. Tu vois, il y a plein de, en disant c'est pas de garde-fou, mais plein de trucs en se disant allez on commercialise et on verra après, tu vois, parce qu'on pourra rattraper. Il y a bien un mec dans une réunion qui a levé la main, qui a dû dire bon oui je pense qu'on pourra patcher un truc, ok c'est bon, alors qu'en fait il était même pas sûr en le disant, tu vois, et voilà. Mais c'est comme avec Zotac, c'est que là on a plein de consoles différentes avec propositions différentes, mais qui chacune a des problématiques qui sont liées soit au hardware, soit au software, etc. Et c'est encore une fois une histoire de rapidité. En vrai, quand tu regardes toutes ces consoles-là,
des moins bancales hormis le Steam Deck, c'est la roguelike. Tout à fait. C'est clairement la moins bancale. Son seul défaut à la roguelike, en réalité, hein, elle n'a qu'un... Enfin, la roguelike X. La roguelike normale avait un deuxième défaut, mais la roguelike X, potentiellement, jusqu'à ce qu'on l'essaie, n'a qu'un seul défaut, c'est qu'elle tourne sur Windows. En vrai, je sais que ça fait bizarre. Moi aussi, ça me faisait bizarre de dire ça. Enfin, d'entendre les gens dire ça, vraiment, d'entendre les gens dire ça avant de posséder moi-même un Steam Deck, je ne comprenais pas comment les gens pouvaient dire comment ça un défaut de tourner sur Windows. Vraiment. Depuis que j'ai un Steam Deck, je peux vous assurer que en fait, SteamOS, c'est un truc de malade à un tel point que Windows, tu ne vois que le négatif quand tu commences à jouer sur des machines de ce type-là. Sur un PC fixe. Ça t'augmente le tarif de tes consoles aussi. Donc, oui, après, je pense pas qu'une licence Windows coûte très cher en vrai. Mais sur un ordi portable, par exemple, ça peut te faire une différence de 50 peut-être pas 100 €, mais tu regardes sur Internet, des fois, c'est plus avantageux. Ouais, mais ça, c'est avec toutes les marges. Je pense pas je pense que quand tu fais, je sais pas, hein, il faudrait quelqu'un... Dites-nous dans le chat, mais moi de mémoire, quand je voulais acheter un ordi portable, je checkais tous les ordis sans OS. Au client final, ouais. Au client final, ça coûte plus cher, mais par contre, je pense qu'il y a plein de... Je sais, la licence coûte cher, mais je suis pas sûr que la licence s'achète cher pour les constructeurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, c'est sur du volume, donc pour eux, c'est rentable, mais après, le client, au bout de course, il peut... comment expliquer ça ? Tu peux, acheter 100 licences pour 1 €, mais au client, tu vas lui revendre 2 €. Tu vois, donc ça te fait aussi un peu une marge. Ouais, je comprends. Alors attends, j'ai deux choses là. J'ai deux questions là. Il faut que je réponde à deux choses. Premièrement, il y a GD Colique qui demande, et là, je compte sur Madingue pour me trouver le lien que je veux qu'il trouve. C'est une vidéo de Digital Foundry. La première vidéo de Digital Foundry sur le Steam Deck OLED. GD Colique, Madingue va te mettre le lien. Tu cliques dessus. Tu le mets de côté, tu vas aller voir la vidéo. Tu verras qu'ils parlent du HDR, ils parlent de la qualité de l'écran, ils disent c'est un truc de malade. Ils disent on n'a jamais vu une telle qualité d'image sur une machine portable quelle qu'elle soit. Donc Madame te mettra le lien, c'est la première vidéo de la présentation du Steam Deck OLED par Digital Foundry où ils montrent du Ori notamment. Va jeter un œil. Donc je peux t'assurer, j'ai des coliques, que oui, leur HDR il est juste exceptionnel et la qualité visuelle en termes de juste qualité visuelle elle est dingue. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, qui me dit c'est Gpif. Non, c'est pas Gpif. Si, Gpif. Bientôt qu'on va installer Linux sur sa tour. Alors ça c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait je fais un distinguo très concret entre le gaming portable et le gaming à la maison. Mon gaming à la maison, mon PC, il est lié à mon téléviseur pour une configuration canapé. Il est lié aussi à mes écrans principaux pour une configuration bureau avec mon casque et mes potes. Et quand je joue sur PC, je veux pouvoir modder mes jeux vidéo. Il faut que je puisse modder facilement et c'est sur Windows que ça se passe ça. Et avoir des mises à jour de firmware, des trucs comme ça sur Windows avec ton clavier et ta souris que tu sais que tu peux laisser faire de temps en temps, c'est pas très très grave. Par contre, quand tu prends ta machine portable et que tu arrives à l'aéroport, à l'hôpital, dans le métro et que tu veux jouer, là, ma machine elle est éteinte, j'appuie sur un bouton, elle s'allume, je suis déjà dans mon jeu, je n'ai rien à faire d'autre qu'à lancer le jeu. Et c'est la différence principale entre une console portable / PC et un PC / console portable. Toutes les autres, ce sont des PC / console portable. Le Steam Deck, c'est une console portable d'abord / PC. Ce n'est pas la même chose. Non mais il y a bidouiller et l'accessibilité du bidouillage. C'est-à-dire que les mods sous Windows, tu télécharges le truc, tu sais exactement quoi faire. Toute la documentation, elle est très simple. Moi, mon Cyberpunk, je clique sur des trucs, je fais copier-coller, terminé, bonsoir. C'est beaucoup plus simple. Non, mais c'est vrai que tu as raison, c'est que avant tout, le Steam Deck est une console qui s'appuie sur une bibliothèque Steam ou autre, et les autres sont des PC. Avec un enrobage de console. Enrobage de console. Voilà. Et elle est là la différence. C'est pour ça que Nico, t'es là. Je veux pas te faire acheter un Steam Deck parce que je sais que t'es en train de te poser la question et tout. Je suis pas là pour ça. Je tiens d'abord à te dire que si tu veux jouer au Game Pass, n'achète pas de Steam Deck. Ça c'est le premier truc que je te dis qui est très très important. Par contre, pour une machine portable, pas une machine transportable que tu vas brancher, pas une machine que tu vas formater de temps en temps. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a un mec qui respirait roguelike sur Twitter. Je voyais ses tweets passer tout le temps. T'as l'impression que le mec, il travaillait chez Asus tellement il respirait roguelike. Là, j'ai vu. C'était comment on appelle ça ? Mon Nemesis ? Ouais, Non, pas du tout. Et en fait, ce mec-là, je l'ai vu récemment. Il a dit finalement, j'arrête de parler de la roguelike et tout. Et en fait, quand j'ai regardé les commentaires, un des commentaires qui dit, c'est je formatais souvent, j'avais des mises à jour de machin. En fait, il passait plus de temps à s'amuser, à bidouiller, à essayer des trucs qu'à jouer. Moi, je n'ai jamais autant joué. Vous savez que je joue tout le temps. Je n'ai jamais autant joué depuis que j'ai mon Steam Deck.
Voilà. Et je joue déjà tout le temps. Donc... c'était dur d'emmener son ordinateur aux toilettes avant. Ah bah je te jure, c'était compliqué quoi. Là maintenant, c'était compliqué. Tu passes 3 quarts d'heure aux toilettes, j'imagine. Toujours. Ah ben frère, je suis vraiment désolé. Hein. Je suis désolé pour toi Nico, mais achète un Steam Deck OLED. Voilà. Je sais plus, c'est Curious qui a dit à un moment, sinon un téléphone avec une manette GeForce Now, et c'est pire. Alors moi, pour être en gros utilisateur de GeForce Now, ça a quand même ses limites. On n'a pas tous les jeux. Si tu veux jouer au jeu du Game Pass, c'est chiant parce qu'à chaque fois il faut se reconnecter. Alors, je pensais que ça avait été patché, en fait. Ouais, non. pas encore. Et c'est une horreur. Donc, à part pour certains jeux, et encore, même des fois, quand je jouais à Baldur, des fois il fallait. Un exemple à la con, hein, mais selon la plateforme, il fallait, par exemple, si je voulais jouer sur ma télé. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, mais tu sais, il faut juste cliquer des fois parce qu'il te lance. Ouais, je vois, bien sûr. Il fallait que je relance sur mon téléphone pour pouvoir cliquer et ensuite revenir sur la télé. C'est des petits trucs, mais qui font que GeForce Now, techniquement, c'est top. C'est top, mais ce n'est pas. C'est pas aussi. Je suis dans le métro, dans les transports, je ne peux pas. C'est exactement le point sur lequel j'ai rebondir, c'est que le Steam Deck c'est une machine qui fait les choses en local, donc il n'y a pas besoin de connexion internet. Et en fait, moi, je vous dis, hein, quand je suis dans l'avion pendant 2 heures parce que j'étais parti à Valencia, j'étais très content d'avoir mon Steam Deck et de jouer pendant 2 heures à Hades 2 en toute détente. C'est-à-dire que je me suis installé, j'ai appuyé sur un bouton, j'ai joué, j'ai appuyé sur un bouton, ça s'est fermé, j'ai mis le truc dans mon sac, terminé, bonsoir. C'est tout. C'est tout. Mais du coup, faut qu'on avance un peu. On va avancer. Mais on peut juste finir sur la. C'est pas grave, on a pas le temps. Moi, ce que je t'avais dit, ce qui me dérangeait, un sujet qu'on avait déjà soulevé, c'est pour moi la grosse problématique de ces consoles-là, qui est de voir un renouvellement annuel. Ouais. Attends, juste avant qu'on avance, je vais juste. Il y a Ganesh qui me dit, il y a plein de gens qui croient que le Steam Deck ne fonctionne comme un PS Portal, c'est un truc de malade. Mais les gens ne le savent pas, mais à chaque fois que quelqu'un voit la lumière, c'était mon cas grâce à ma dingue, c'est le cas de plein de gens grâce à moi, je pense à Ghoslax, je pense à Fab, bientôt Nico, je pense à Malo, etc., etc. À chaque fois que les gens voient la lumière, je leur dis presque, tentez, faites-vous rembourser, mais tentez. À chaque fois, les gens sont contents. À chaque fois, Ghoslax, il me disait, ouais, mais ma Asus ROG, machin. Je fais, maintenant viens, je vais lui montrer en vrai, il a fait, ok, il a acheté un Steam Deck. Point, terminé. Bon, vas-y, tu voulais dire un truc, mon JB. On va continuer le débat. Ouais, l'annualisation. Alors voilà, JB m'a suggéré. D'ailleurs, toutes ces parties-là dont on est en train de parler, c'était pas prévu au programme. Hein. C'était pas prévu qu'on parle de machine portable là-bas. C'est JB qui est venu me voir, qui me dit, ouais, Chrono. Et j'ai dit, ok, tu veux parler console portable, PC portable, y a pas de souci. JB me disait, en fait, il y a un truc qu'il faut qu'on voit, dont il faut qu'on parle, qui peut-être, il faut qu'on en discute pour voir un petit peu où est-ce qu'on va et ce qu'on est en train de penser. En fait, quand on achète une console, de façon basique, une véritable console... Historiquement, merci. Ouais. Voilà. Historiquement, quand on achète une console, quand on achète une console, normalement, on a un cycle. Et on parle même de génération de consoles. Là, on est à la quoi, 8e génération, peut-être 9e, je sais plus. On va dire qu'on est à la 8e. Ouais. Attends, peut-être 9e, peu importe, on s'en fiche. Quand tu achètes ta PlayStation 4... Tu sais que tu l'auras pendant quelques années, ta PlayStation 4. Tu l'auras pendant, on va dire, 5, 6, 7 ans, voire même, si jamais il y a une mi-saison qui sort, c'est vraiment une mi-saison, un rafraîchissement, mais pas quelque chose de très violent, et ça va arriver au bout de 3 ans et demi, voire 4 ans. Ok ? 9e génération de console. Merci, mon madingue. Je savais que quelqu'un d'aussi quali que toi allait m'a donné le truc. Quand tu achètes un téléphone portable, là, on est sur un phénomène d'annualisation. C'est-à-dire que souvent, les marques, chaque année, voire même... non, souvent, c'est plus chaque année, tous les ans, ils te sortent un nouveau modèle. Tous les ans, ouais. Même si le consommateur moyen va garder son téléphone 3 à 4 ans. Voilà. Et après, en fonction de chacun, et des fois, ils vont changer chaque année, comme certains tous les 10 ans, 7 ans. Quoi. Mais... Absolument, je suis d'accord. Mais effectivement, normalement, tous les gens, tu as un smartphone qui sort. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a 2 cas de figure très concrets. Il y a un cas de figure qui a tendance à se généraliser versus un cas de figure qui, lui, est bien installé, en tout cas le plus installé. C'est-à-dire que d'un côté, tu as les machines sur Windows qui ont tendance à aller vers une annualisation concrète. Là, on le voit en fait en 2 ans. En fait, c'est ça qui fait le voir. C'est si d'une année à une autre, on allait avoir un refresh ou pas. Et ça, c'est pour moi justement une problématique dans le sens où je suppose qu'on est soit sur une hype hyper courte, donc c'est-à-dire que ça va durer quelques années, même pas, parce que il y a tout repart de la Switch, c'est que la Switch a recréé un engouement pour, entre guillemets, le format console portable, même si la Switch est un peu à part et un peu quelque chose d'hybride. Mais on sent que du coup, là, depuis 2 ans, là, presque,
Il y a depuis le Steam Deck aussi qui a un peu donné le départ à ça, en fait. Et pour moi, je pense que c'est problématique dans le sens où on a une espèce d'annualisation comme ça des consoles qui, en fait, du part du fait, ne sont pas des consoles, sont des ordi portables brandés sur des consoles. Ce qui fait qu'on aurait... comment s'assurer du suivi. Par exemple, j'ai acheté ma roguelike l'année dernière. N'en parle pas, frère. Pas moi, mais je mets pas non, mais n'en parle pas. Il y a un mec, là, sur Twitter, j'ai répondu... Eh ben, il a renvoyé, il a eu un problème chez Boulanger machin, et c'est à cause de lui que l'autre gars qui parlait tout le temps de roguelike, il a décidé de se détacher un peu de la marque, parce qu'il a eu un souci concret en fait avec la fiabilité de sa console. Vas-y. Tu vois, par exemple, je suis acheteur de la roguelike l'année dernière, un nouveau modèle sur cette année. Spéculons qu'il y en a encore un autre l'année prochaine à chaque fois avec des refreshs. Déjà, les fabricants ne communiquent pas sur le suivi des mises à jour. Ne serait-ce qu'il y a Windows, mais c'est aussi les mises à jour techniques vis-à-vis de Windows. Tu vois, donc, je ne sais pas quand j'achète une console déjà aujourd'hui combien de temps elle sera suivie. Tu vois, même après, il peut y avoir, je sais pas moi, des micro-failles de sécurité, j'en sais rien, tu vois, des choses comme ça. Et ça veut dire que... il y a une obsolescence sur justement ces mises à jour-là pour pouvoir colmater... en disant, en fait, putain, j'ai acheté une console là, il y en a une qui sort à 10% plus puissante, machin, puis dans 2 ans, c'est machin. Donc, au final, moi, ma crainte, c'est de se dire que j'ose espérer qu'en fait, ce n'est qu'une mini-bulle, tu vois, et qu'en fait, il y a ça et qu'elle va éclater, et qu'en fait, à un moment donné, ça ne pourra pas continuer. Ça va dépendre aussi des performances des puces, parce que là, c'est récemment qu'on peut se permettre de faire ça, parce que techniquement, les puces le permettent, mais on le sait, d'une année à une autre, les performances ne sont jamais incroyables. C'est genre de 10-15%, sauf Nvidia. Maintenant, même Nvidia, en fait, quand tu regardes, ils font des cycles de 2 ans. Ouais. Ils font des refreshs de leur carte graphique. Mais et le refresh n'est jamais nécessaire. Quand tu as acheté ta carte, et même, moi je te dis, mon père, là, il joue à Starfield avec mon laptop, c'est du 1080p, certes, mais il a une 2080 dedans, et il joue à Starfield. Et moi, j'ai fini Cyberpunk en ray tracing psycho, donc le niveau max de l'époque, en 2020, sur ce même laptop-là. Donc en fait, tu peux tenir avec du matos. Mais c'est que la question, c'est au final, on va avoir, je pense, 2 propositions. Je ne défends pas du tout Valve, le Steam Deck, j'ai pas aucune console ni rien. Mais une proposition, je suppose, de Valve qui va être plus, on sort une plateforme et on fait un suivi pendant 4 ans peut-être, admettons. Mais oui, mais en fait... et seulement après, on va faire une mise à jour éventuellement. Ça va plus loin que ça d'ailleurs, hein. Vas-y, continue, mais je vais te compléter là-dessus. Peut-être, à l'inverse, on va avoir des concurrents qui sortent des consoles chaque année en voulant mettre à jour les trucs, mais en fait... c'est du coup absurde en fait, d'une certaine façon, tu vois. Alors il y a 2 choses. La première chose justement, et ça va me permettre de répondre en même temps à GD Colic, Ghostlax a déjà commencé. Mais en fait, le suivi d'une plateforme comme le Steam Deck, spécifiquement comme le Steam Deck d'un côté et comme les autres machines de l'autre, c'est que d'un côté, tu as une machine qui est autosuffisante parce qu'en fait, elle est nourrie elle-même par son propre OS, etc., qui est spécifique. De l'autre, tu as une machine qui tourne sous Windows et qui est aussi dépendant de mise à jour Windows. Quand ta roguelike a une mise à jour Windows, elle a en même temps que mon PC, en fait. Hein. Et d'ailleurs, quand tu fais la mise à jour Windows, c'est écrit « n'éteignez pas votre ordinateur ». C'est exactement la même chose que si moi, je fais une mise à jour sur mon ordinateur portable. Donc déjà, ça, c'est une première différence. Deuxième chose, c'est que Valve... ils ont, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est Valve et que les gens aiment bien Steam, la communauté gamer aime bien Steam par défaut, la communauté gamer PC en tout cas, ceux qui savent, entre guillemets, mais ils ont plein de gens derrière eux. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui sortent tout le temps pour pouvoir améliorer ton expérience Steam Deck intrinsèquement via des modifications, ce genre de choses. Et le troisième point, et c'est le point c'est vraiment le point le plus important, c'est que le Steam Deck est une machine à part par rapport aux autres pour des raisons que j'ai déjà expliquées, notamment au niveau de l'OS, ce genre de choses-là. Et ça va rebondir sur ce que demandait quelqu'un, quelle sera la réponse de Sony et Xbox, etc. Mais quand PlayStation te sort un jeu, en général, ils font en sorte qu'il soit compatible Steam Deck. Regardez la communication de Sucker Punch sur Ghost of Tsushima, qui est le dernier jeu PlayStation à être sorti sur PC. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que si vous allez sur leur Twitter, vous allez voir que dans ce qu'ils présentent, ils vont montrer le jeu sur PC, mais
ils vont aussi montrer le jeu sur Steam Deck. Et quand on lance Ghost of Tsushima sur Steam Deck, la manette qui apparaît, c'est un Steam Deck. C'est pas une manette générique Xbox comme sur les autres machines. C'est-à-dire que les développeurs mettent du cœur à l'ouvrage à ce que les jeux fonctionnent sur Steam Deck, ou en tout cas, il y a une volonté de le faire d'entrée de jeu. Dès que le jeu il est en développement, eh ben, il y a dans le fond de leur tête quelque chose. Je vous ai déjà donné cet exemple, mais je le dis pour ceux qui n'étaient pas là. Je pense à Ganesh 2 qui le sait encore mieux que moi de toute façon, mais Lords of the Fallen, quand il est sorti sur console et PC, c'était un jeu qui ne tournait pas. Il fallait une 4080 pour que ça tourne correctement. D'accord ? Eh bien, les gars ont rendu le jeu compatible Steam Deck au bout de très peu de temps. Je n'ai pas essayé le jeu sur Steam Deck, mais en tout cas, il avait l'encoche verte, compatibilité Steam Deck, et les gars, ils l'ont mis en avant. Les développeurs sont à fond sur le Steam Deck. Parce que c'est une plateforme, je trouve, déjà plus crédible. Enfin, c'est pas légitime, mais sur laquelle tu peux avoir plus d'assurance, justement, cette histoire de suivi, de continuité. Là, en fait, il y a à côté de ça tout un parc éclaté. Quand je dis éclaté, c'est pas le côté éclaté. Oui, bien sûr, c'est juste, il y en a plein partout de différentes directions. En fait, tu peux pas, et c'est comme les problématiques de Google avec les mises à jour Android, il y a tellement un parc énorme que tu peux pas dire, je prends un Android et machin, il faut que ça marche pour tout le monde. Ouais, je suis d'accord, un peu à la iOS versus... Là, c'est beaucoup plus optimisé. Là, c'est compliqué de sortir un jeu pour la roguelike, pour la MSI Clo, pour la Zota Gaming, tu vois, parce que, en fait, chaque console va avoir ses contraintes, que ce soit dissipation thermique, etc., de processeur, de RAM, etc. Et donc, au moins, là, tu es sûr d'avoir une plateforme sur laquelle tu peux vraiment t'appuyer. Et pour couronner le tout, effectivement, ce que j'ai dit, moi, il n'y a pas longtemps, et franchement, je le pense très fort, je pense que le Steam Deck, aujourd'hui, c'est une PlayStation portable qui ne dit pas son nom avec des bonus en plus. De certaine façon, oui. Et avec des bonus en plus. Après, le seul truc, c'est qu'éventuellement, on pourrait se dire que c'est un truc qui ne va pas durer très longtemps et que si vous êtes vraiment intéressé pour acheter un produit comme ça qui n'est pas le Steam Deck mais une roguelike, en fait, attendez. Parce que j'imagine, je suppose que soit ça va continuer, donc chaque année vous aurez un modèle qui sortira, donc ça sera peut-être intéressant d'attendre de choper un modèle d'occasion qui a 2 ou 3 ans, parce qu'en fait ça pourra très bien faire tourner les jeux, et je pense qu'on va arriver à un plateau aussi à un moment donné en termes de graphisme, donc ça sera intéressant, et vous aurez ça pour, je sais pas moi, peut-être 400, 300 balles, tu vois. Sachant qu'il y a un point important sur le fait d'attendre, c'est que si vous cherchez, je vous invite à le faire d'ailleurs, certains, il y a des gens qui sont déjà venus me voir pour ça, hein, mais si vous cherchez des consoles portables comme ça, genre sur Le Bon Coin, Vinted, etc., eh bien vous vous rendrez compte d'une chose qui est toute conne, mais c'est que des Steam Deck de dernière génération, des Steam Deck OLED qui sont sortis en décembre, il n'y en aura pas. Il y aura des Steam Deck normaux, mais c'est parce que ce sont des gens qui, comme Diogo, ont vendu leur Steam Deck LCD pour acheter en fait une version OLED derrière. Et d'ailleurs, Valve eux-mêmes font des versions reconditionnées qu'ils mettent en vente à des prix assez agressifs. Mais souvent, les gens sont plutôt satisfaits de leur machine et donc ils la gardent en fait, cette machine-là. Ouais. Ils l'utilisent, donc elle n'inonde pas le marché de l'occasion. Voilà. Et Madame vient de dire exactement la même chose. Puis même, je pense que comme c'est les gens qui achètent ça en premier, vont acheter ça cher, mais en fait, ça se revendra pas aussi cher en fait. Hein. C'est pas comme du Apple où en fait tu vas pouvoir vendre ça à 100 € ou 200 € moins. C'est que c'est pas la même notoriété, c'est un peu plus confidentiel. Et puis les gens qui les ont en général sont plutôt contents. Bah oui, mais je t'avais dit, c'est exactement ça. Là-dessus, il y a zéro souci. Le dernier point, juste avant qu'on change de news, qu'on passe à la suite, il nous reste 1 heure pour traiter la suite. C'est large, mon JB. C'est très très large. C'est ce que disait tout à l'heure, à quoi a répondu Ghostlax. Est-ce que tu peux remettre ton message, s'il te plaît? C'est GD Colique qui disait ça, je sais plus. Ghostlax a répondu à quelqu'un concernant le fait que il aime bien jouer en 4K Ultra HD, etc., etc. Je sais plus exactement ce qu'il disait, mais il disait, moi en fait j'aime bien jouer en 4K Ultra HD, donc moi j'espère qu'il y aura un Steam Deck tous les 2 ans pour qu'on puisse être à jour, etc., etc. En vrai, ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, même aujourd'hui pour les smartphones, beaucoup de constructeurs ont arrêté enfin beaucoup de constructeurs, je dis ça, j'ai peut-être des bêtises, mais en vrai il y a un plafond en fait en termes d'affichage, donc avoir de la 4K sur ton Steam Deck, ça te servira à rien en fait. C'est que en fait dans les specs. Mais en fait, je pense que lui, il aimerait bien avoir une machine comme celle-là que tu peux docker et qui va te permettre de jouer sur ton téléviseur en 4K. Ouais, là, c'est pas le message du Steam Deck, ça c'est certain. Évidemment, après il y avait une solution qui était arrivée avec la roguelike, je crois, c'est que tu pouvais aussi plugger un GPU externe. Donc là, c'est encore autre chose. Là, on rentre dans autre chose. Et peut-être que avoir le virage que prendra le Valve, est-ce qu'on gardera tout
tout le process, tout ce qui est processeur à l'intérieur de la console, ou est-ce que tu pourras la docker et plugger, je sais pas moi, une carte graphique, mais c'est d'autres problématiques, c'est rajouter des frais. Nous, ce qu'on veut en tant que joueur, c'est avoir soit une console portable et qu'on commence pas Exactement. à être... dans ce cas-là, je m'achète un PC, tu vois. Voilà. Alors, pour te répondre, j'ai des coliques. Voilà, je me rappelle, merci pour le petit rafraîchissement. Il faut savoir que ça te coûtera toujours moins cher. Il faut savoir que la solution, en fait, peut sembler dans l'usage cool, mais financièrement, c'est beaucoup plus cher de faire ça. En fait. Bien sûr, bien sûr. Pas intéressant. Bien sûr. Et autre point, c'est que il faut savoir que le Steam Deck, moi, quand je l'ai utilisé, enfin quand je l'utilise de cette façon, je ne vais pas trifouiller les options du Steam Deck pour essayer de pousser les détails, etc. Je lance un jeu, je laisse la consommation par défaut, je laisse le Steam Deck tout gérer. C'est pour ça que là, on avait vu que j'avais 4h40 à 75% sur Celaco. Et quand je lance Hades par exemple, il va avoir une batterie qui va durer plus longtemps. Quand je lance je sais pas moi un Stardew Valley, il va me dire que j'ai je sais pas moi 9 heures de batterie par exemple. En fait, quand tu utilises le Steam Deck de la façon dont il a été conçu, c'est-à-dire comme une console, tu prends ton jeu, tu le lances et tu mets jouer. Et d'ailleurs, pour preuve, Celaco dont on va parler tout à l'heure, c'est un jeu quand tu le lances, il te dit Steam Deck, choisissez votre mode performance ou qualité. Si moi je joue en mode qualité et il tourne, comme tu as pu le voir, JB, il tourne pas, il tourne, je suis sûr qu'il tourne à 60. Je vais le lancer juste pour pouvoir faire un test tout à l'heure. Je suis sûr qu'il tourne. Je vais enlever la connexion internet parce que sinon, passer en mode hors ligne, parce que sinon il va vouloir faire des mises à jour dans le genre. Et comme la connexion ici est éclatée, je suis sûr qu'il tourne à 60 images par seconde. Donc, en fait, en réalité, si tu lances par défaut, ça va faire au mieux pour que tu puisses avoir l'expérience la mieux possible. Après, c'est sûr que si tu veux un truc avec de la personnalisation, etc., eh ben là, autant partir sur, je dis pas sur une roguelite ou bien sur une Légion, etc., parce que tu auras des différences, de performance qui existent, mais elles ne seront pas significatives, en fait, au point de te changer ton expérience de jeu. Donc, pour moi, pour ça, il faut un PC, en fait. Il te faut un vrai PC pour ça. Éventuellement, la roguelite, c'est, je sais pas moi, quelqu'un qui... Mais après, ce serait bizarre de dire quelqu'un qui joue beaucoup en déplaçant, mais qui joue pas chez lui. Non, mais la roguelite, si t'aimes pas... Ah non, mais vous voyez pas, en fait, parce que c'est pas chez vous... On va commencer. Bah, attends, je vais rajouter l'interface pour qu'on voit le nombre d'FPS. Comme ça, on verra à combien de FPS c'est de façon tout à fait convenable. Overlay de performance. Vous voyez pas, hein, mais là, il y a écrit quoi, JB, en termes de FPS, là? Là, on est à 69, 70... Voilà. Donc en fait, autant vous dire que oui, normalement, quand tu laisses faire, il s'est calculé pour que ça puisse tourner de façon suffisamment correcte. Voilà. Salut Almolisme. Salut Spud, je t'ai vu passer tout à l'heure. Maintenant qu'on a fini avec ce sujet, parce que c'était quand même super intéressant, on va pouvoir attaquer les news. On va les enchaîner assez rapidement. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'aimerais bien qu'on finisse par le classement des jeux de guerre. On va faire ça. T'inquiète, on va faire ça. Donc, on va commencer par les news. On a qu'à se dire, je sais pas moi, 13-10, il est 12-37. Ok. 13-10, on se dit, vas-y, on se fait un... Allez, on va faire ça. Un top, pas top des jeux. On va faire ça. Première news, les amis. Ça va aller vite, hein. C'est simplement, vous savez, il y a un remake de Prince of Persia qui est en développement depuis 5 ans. J'ai lu, je ne sais plus où, je crois que c'est un commentaire de Factor News. Lisez Factor News, même si là je suis sur Gamecult. Alors oui, je vous dis lisez Gamecult parce que Gamecult c'est Diogo, c'est la famille, vous les connaissez, donc c'est chaud pour eux, donc lisez Gamecult. Mais concernant cette news, j'ai lu sur un commentaire de Factor News quelqu'un qui disait le remake de Prince of Persia prendra plus de temps à être développé que le jeu lui-même. Ça m'a fait rire. Que le précédent, tu sais, que le Prince of Persia Sands of Time, ça m'a fait rire parce que je pense qu'on n'est pas loin de la vérité en réalité. Je sais pas combien de temps il avait pris pour développer le premier Sands of Time. Sands of Time, donc le remake, on a vu une vidéo il y a de ça quelques années, il y a peut-être 4 ans. C'est quoi, il est sorti il y a 20 ans, non Oh, Sands of Time, attends, que je réfléchisse, c'était sur PS2. C'est 2004, 2002, je dis. Ah, peut-être 2003. Moi, comme ça, je dirais 2002, mais peut-être que c'est un peu après. De toute façon, il y aura un madingue, quelqu'un dans le chat qui va me dire. 2003 peut-être. Peut-être 2003. Quoi qu'il en soit, il est sorti il y a un moment. Il a été annoncé, donc le remake a été annoncé, a été montré pour la première fois en 2020. Donc ça fait, presque 4 ans. Après, il y a eu le Covid. Hein. En même temps, un remake, je pense que ça passe pas en priorité. Ouais, on est d'accord. Il y a eu un Covid et que tu as eu des trucs. On est d'accord. Et en fait, ils ont refait le jeu. En fait, ils ont fait. Alors, c'est exactement ça. Il y a une équipe, c'était Mumbai, je crois. Je crois que c'était Mumbai à la base. Je sais pas si c'est écrit quelque part. À la base, c'était Ubisoft Mumbai qui était sur ou Pune. Pune ou Mumbai, je sais pas. Bref, donc c'est Mumbai qui était sur le jeu à la base.
C'est un studio, c'est ce qu'on appelle un studio de soutien. Un studio de soutien, c'est un studio qui est là pour apporter des éléments de développement. C'est bien ça, donc c'est Pune Mumbai, donc c'est bien cela. Ce sont des studios qui vont faire, je sais pas moi, le multijoueur d'un jeu, ou alors qui vont faire certains assets pour le jeu, mais c'est pas eux qui ont la charge de faire un jeu, tu vois. Okay. Là, on leur a dit, ok, voilà, pour pouvoir leur donner un peu d'indépendance, on leur donne un remake à faire, qui demande, là, c'est un remake quand même d'un jeu qui est ultra adoré, donc en fait, c'est chaud. Et ils n'ont pas pu tenir. Finalement, le jeu est repassé sous l'égide de Ubisoft. C'est Montréal, Madame va me dire si je me trompe, je crois que c'est Montréal, qui a repris le développement du jeu il y a quelques temps. Mm-hmm. Il me semble. Ouais, c'est ce que dit Madingue. Transfert à Montréal et maintenant. Ah bah voilà. Toronto. Et Toronto est venu transféré à Toronto ? Non, si Toronto va pas aider au développement ? Ou alors j'ai mal compris. Je pensais que Toronto allait aider au développement de Ubisoft Montréal, de Prince of Persia avec Ubisoft Montréal. Je pensais pas que en fait le développement était passé à Toronto directement. Ah ok, ils vont aider. Ok, donc c'est bien. Ok, c'est bien ce que je pensais. Donc déjà c'est bien. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que t'as cette impression que Ubisoft prend le temps entre guillemets. De bien faire les choses plutôt que de sortir le jeu à l'arrache, et c'est une bonne chose parce que Prince of Persia Sands of Time c'est quand même c'est un jeu culte, c'est clairement un monument en fait du jeu vidéo, qu'on le veuille ou non, et je vous avoue que moi c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué à l'époque et que j'aimerais bien refaire ce jeu dans des conditions optimales, et que ça m'emmerderait très très fort de faire Prince of Persia Sands of Time dans une version un petit peu cassée. Donc je suis très content, hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si on aura du nouveau pendant le Summer Game Fest qui est en train de se profiler, et la conférence Ubisoft, je crois que ce sera le 10, peut-être que je me trompe, mais il me semble que ce sera le 10, on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, on passe à la suite, on va enchaîner les amis, hein. Désolé JB, au moment précis où JB il appuie sur le bouton, au moment précis où il change le texte. Autre chose. Vas-y, je l'ai. Ok, alors attends une seconde. Il y a Madame qui nous dit, a priori, c'est le 9 aussi, Ubisoft a l'habitude d'essayer de donner un projet un peu plus intéressant au studio qui ne faisait que du support, comme l'a dit Chrono, afin de les faire monter en compétences, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais malheureusement, ça a échoué avec Singapour effectivement, j'allais dire Sea of Thieves, n'importe quoi, Sea of Thieves qui est un excellent jeu, jouez-y, Skulls and Bones et Pune et Mumbai pour justement Sands of Time, le remake. Ensuite, suivant, ça va aller vite les amis, hein. C'est une annonce, le 15 août, c'est une bonne chose parce que j'ai tendance à croire et à dire, je vais tuer le son parce que vous n'allez pas m'entendre, j'ai tendance à croire et à dire que plus de gens peuvent jouer à un jeu et mieux c'est. Moi, je suis du genre à me dire que The Witcher 3 sur Switch c'est très bien, tu me le sors sur téléphone portable, je trouve aussi que c'est très bien. Là, on a 2 ans et demi après, je crois que je sais plus si c'était en 2021 ou 2022. De quoi les... Kena arrive sur Xbox le 15 août. Je sais pas ce que c'est Kena. Kena c'est ça. En fait on voit pas. Parce que Kena, on voit pas le jeu. Mais Kena c'est un petit jeu qui est très Pixar dans le visuel, qui est très très joli, qui est un mélange de Souls-like un peu léger, aventure féerique, avec ce personnage là qui s'appelle Kena, qui est sorti donc sur PlayStation. Voilà, c'est Pixar The Game, tu vois, c'est exactement ça. Qui est sorti sur PlayStation 5 septembre 2021, Kena Gameplay. Je n'ai jamais entendu parler de ce jeu. Il est sorti sur PS5 et Epic. Il y a 3 ans, regarde ça. Mais ça n'a pas marché pour... si, ça a plutôt bien marché. Ah ouais ? Ouais, Ember Lab, un petit studio, ils étaient 12 je crois à l'époque. Et PS4, pardon, effectivement. C'est ouf parce que c'est la période où j'avais acheté la PS5 et... Regarde, c'est ça le jeu. J'ai entendu parler de ça. C'est très très bien animé. Tu vois ? C'est très très bien animé. Au lancement de la console ou pas ? Au lancement de la PS5, pas très loin, ouais. Pas très très loin. Quelques temps après, en septembre 2021, donc presque un an après quand même. Mais ça fait partie des jeux qui avaient fait parler. Avec, moi je me rappelle, il me semble que c'était 2 frères les développeurs principaux. Quand ils ont montré leur jeu ça là, la première fois, les gens étaient tous fous, genre waouh. Salut Ganesh, un plaisir. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de te voir. À bientôt. Ciao ciao. Et c'est des anciennes Pixar, voilà. Et la boucle est bouclée, quoi. Okay. Il est sorti sur Epic, ce jeu est sur PlayStation, en exclusivité sur Epic. Un an après, genre, il est sorti sur Steam, 1 an et 6 mois, je sais plus. Et c'est mignon. Ah, je savais pas, Madingue. Waouh. Ça c'est ouf, ça, je savais pas ça.
Ok, donc quand on nous dit une équipe réduite de 12 personnes, c'était seulement l'équipe principale, enfin l'équipe, la core team. C'est cool comme jeu. C'est très cool. Hein. C'est mignon. Kena, c'est très cool. C'est plus difficile que ça y paraît, un peu comme Tunic dans l'idée. Ouais. Mais il y a plein de difficultés, il y a plein de choix de difficultés, donc tu peux vraiment t'amuser. Et il y a un mode ultra facile, tu vois. Donc moi, c'est vrai que j'ai joué en mode. En fait, sur PC, tu voulais débloquer le mode cauchemar dès le début, alors que normalement, il faut finir le jeu. J'ai lancé d'entrée le jeu en mode cauchemar. Effectivement, comme diraient certains, tu rotes du sang, quoi. C'est pas facile. Voilà. Ensuite, je me prendrais peut-être. Voilà, note-le. Le Kena, il arrive le 15 août sur Xbox. Est-ce qu'il sera dans le Game Pass ? Je sais pas, j'ai pas lu l'info. Mais attends, est-ce qu'il sera dans le Game Pass ? C'est possible, hein ? Il est pas dans le Game Pass ? Il vient sur Xbox, mais c'est peut-être pas dit qu'il soit sur. Non, je pense pas qu'il soit dans le Game Pass. Non, il est juste pas Game Pass. Merci. News suivante. Ça ira très très vite. C'est juste pour dire qu'il y a eu une mise à jour de Dragon's Dogma 2. On avait vu qu'il avait vendu 3 millions d'exemplaires. J'étais content. Il y a une mise à jour qui change des trucs dans le jeu et qui rajoute le frame generation pour ceux qui ont la carte graphique adéquate. Ce qui est cool, c'est que c'est un jeu qui était limité par le CPU. D'ailleurs, Dragon's Dogma 2 fait partie de ces rares jeux où Kena est validé Steam Deck. Où justement, le jeu n'est pas compatible Steam Deck. Il ne tournait pas correctement sur Steam Deck. Ça ne tournait pas en fait ce jeu. Donc j'y jouais sur GeForce Now quand j'étais loin de chez moi. Ouais. Mais là, ils ajoutent le frame generation. En fait, c'est un jeu qui, selon les excuses, enfin selon les justifications de Capcom, j'adore ce jeu, j'adore Capcom, mais la justification, je ne sais pas à quel point c'est vrai ou pas. Il disait que, en fait, et ça a quand même un peu de sens, tous les PNJ dans le jeu ont des activités spécifiques. Et d'ailleurs, tous les PNJ peuvent mourir. Un PNJ peut mourir. Il est dans ton champ de vision très très loin. Il peut mourir. Il va rester mort pour de vrai. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui se passent comme ça dans le jeu. Et il disait que à cause du fait que les PNJ ont leurs activités, leur manière de faire, etc. Et ben, ça demandait beaucoup de ressources côté CPU. D'accord. Et à cause de ça. Même si tu as un GPU qui peut fonctionner correctement, tu peux avoir du stutter ou bien de la latence, ou bien surtout tu peux avoir un framerate qui diminue beaucoup en ville. Il y a eu des mises à jour qui amélioraient un peu ça, mais c'est vrai qu'au début, moi, quand j'ai lancé le jeu en version presse, quand j'arrivais dans la capitale dont j'ai oublié le nom, eh bien effectivement là tu sentais que ton framerate descendait. Je passais de 90 à 50, et quand c'est comme ça, tu le sens fort, tu vois. Là, ils ont rajouté le frame generation donc via DLSS. Non, mais je sais. Non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis juste que les PNJ qui sont présents, même loin d'eux, mais quand ils sont visibles, eh ben ils ont leur propre comportement et ils sont régis par le reste du monde du jeu. En fait, le daily des PNJ de Rockstar, c'est un peu différent parce que si tu tues un PNJ de Rockstar, il reste pas mort pour toujours. Et il a pas sa mémoire de la mort. Peut-être le talent aussi, ou le temps, je sais pas, de prendre à faire un jeu. Purée, on a Wanda maintenant, mais on a vraiment que du beau monde. Hein. Salut Wanda. En fait, moi aussi je trouve ça faible. Hein. Moi aussi je trouve ça faible en vrai. C'est pour ça que je te disais que je leur donne pas le comment. Je pense que c'est le même mec avant le lancement de la MS Cyclo. C'est qui bossait avant chez Capcom, qui a bossé chez Intel, qui a fait on verra ça. En fait, trouvera un patch. Non, en fait, je trouve ça faible, mais pour avoir passé 190 heures sur le jeu et avoir vu comment fonctionne le système de mort, le système de comment quand ça se maintient dans le temps là, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas. Enfin bref, en tout cas, je me suis dit, ok, bon, peut-être bien que. Voilà, je ne l'aurais pas dit, j'ai pas dit, ok, c'est vrai, mais peut-être bien que. Et donc, le frame generation de persistance, voilà, de persister. Oui, persistance, c'est exactement le mot que je cherchais, les amis. Waouh, excellent. C'est pas permanence, mais oui, ça aurait pu être ça. Et en fait, je me suis dit que, étant donné que tout ça, ça existe dans le jeu et que effectivement, ça fonctionne, ça. C'est-à-dire que tu peux très bien être quelque part, tout au fond, vraiment, tout au fond à gauche. Il y a une harpie qui est en train de se battre contre le soldat. Elle va prendre le soldat, elle va le lâcher depuis le toit de bâtiment. Il va s'écraser au sol, il va mourir pour de vrai. Tu vas aller dans la crypte, tu vas voir que son cadavre, il est là, et en fait, tu te rappelleras que tu as vu une harpie qui se battait contre lui, mais il était au bout de la map, tu vois. Ouais. Donc ça fonctionne pour de vrai. Donc je leur ai laissé le bénéfice du doute. Peut-être que c'est parce que je les aime beaucoup que je leur ai laissé le bénéfice du doute. Hein. Donc je ne m'en cache pas. Mais effectivement, j'ai trouvé ça un peu léger. Et là, grâce au frame generation, ça permettra au moins de soulager le CPU parce que le frame generation ne touche pas au CPU du tout. C'est vraiment juste la carte graphique qui te rajoute une frame entre deux. Voilà. Ensuite, Baldur's Gate. Ah, parlons des choses bien. Baldur's Gate, ça c'est pour JB. Hero Engine. Il était déjà dans le premier. Ah, ok.
Ok, c'est vrai. C'est vrai, Manda. T'as tout à fait raison. Baldur's Gate. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui permet... Voilà, Kamestos vient de tout dire, en fait. Les modding tools arrivent sur Baldur's Gate, ça veut dire que maintenant tu pourras modder ton jeu en profondeur, un peu comme ce qu'ils ont fait avec The Witcher 3 récemment. The Witcher 3, ils ont mis le temps, hein, parce que The Witcher 3, c'est quand même 2015, hein, mai 2015, et c'est sorti là, en 2024. Ah oui. Voilà. Donc, 9 ans. On pouvait déjà modder le jeu, bien sûr, mais quand on te donne les modding tools de la façon dont le fait, par exemple, Bethesda avec les jeux Elder Scrolls, Fallout ou Starfield, c'est pas encore sorti, mais ça devrait arriver là dans peu de temps. Ah, mais c'est pour ça l'histoire du Fallout London où en fait je comprenais pas comment les mecs. Je me disais, mais attends, mais comment c'est possible que les mecs qui développent tout un mode en faisant une autre campagne ou un truc. Voilà. Okay, en fait, c'est pour ça que le joueur PC aime le jeu sur PC, c'est parce que ça te permet. Imagine, JB. Toi qui. Alors, je te laisse imaginer. En plus, toi, tu es en plein dedans, donc tu vas pouvoir l'imaginer, tu vas pouvoir rêver. J'adore imaginer. Écoute bien. Imagine-toi que tu lances une partie de Baldur's Gate 3. Et que, en fait, il y a écrit un autre titre en dessous, et qu'en fait, on te propose des gens comme Fibre Tigre, par exemple, ont écrit un scénario, et tu peux vivre avec le core gameplay du jeu, même pas forcément avec le core gameplay du jeu, mais avec juste le design du jeu, les assets du jeu, donc les assets graphiques, c'est-à-dire la façon dont sont faits les personnages, les textures du sol, etc. On te met dans un autre univers. On te met dans Star Wars, j'exagère un peu, et on te dit, voilà, un scénario écrit par quelqu'un, genre Fibre Tigre, parce que c'est la famille, et avec un système de jeu un peu différent, et là, on te laisse faire. Voilà. C'est ça, le modding. C'est-à-dire que tu vois Baldur's Gate, et tu te dis, on en a fait un autre jeu avec un système, avec un truc de base que j'adore. On a fait quelque chose d'autre dans un univers que j'aime, tu vois. Et il y a des gens, parce que les gens sont des malades, hein, il y a des gens qui te créent des trucs. C'est comme ça avec Fallout London que j'ai vu qu'il y voilà, avait vraiment... Voilà. Eh ben voilà, donc je te laisse imaginer. Baldur's Gate 3, qui est un jeu qui est ultra populaire. Il donne les outils de modding là très bientôt. C'est déjà en bêta actuellement. Les gens sont en train de travailler dessus. Ça va être incroyable. C'est un truc de dingue. Ah oui, j'avais vu le Eldaverse. Et j'ai même vu récemment Batman Arkham modé en Fallout. C'était très drôle, ça. Enfin, donc, ça, c'est vraiment très, très cool. Donc, je pense que leur outil de modding, connaissant l'Ariane, à mon avis, ça va être assez cool. Voilà, la Nuit Sauvage nous dit, ça peut être le Mario Maker du jeu de rôle. Et rien que cette phrase veut tout dire. Cette phrase veut tout dire. C'est exactement ça. Donc voilà, en fait, t'es censé, sois heureux. Par contre, mon JB, il te faudra investir dans un PC. Ah bah, c'est ça le problème. Voilà, un jour, il te faudra investir dans un... Ou, alors je sais pas si, est-ce que les mods, mes amis Steam Decos sur, est-ce que les mods de la communauté qui sont sur Steam directement sont accessibles via Steam Deck? Parce qu'en fait, il faut savoir que Baldur's Gate 3 fonctionne parfaitement sur Steam Deck. Et si les mods sont accessibles sur Steam Deck, peut-être que tu pourras en profiter. Ouais. Peut-être. Donc voilà, je ne vais pas te dire d'acheter un Steam Deck, hein, c'est pas mon but. Jamais testé. Mais il y a des gens, genre, j'ai vu, il y a des gens qui ont des Steam Deck depuis longtemps. Ouais, le Steam Workshop, là, tu sais, où tu as les outils de modding directement dans ton Steam Deck. Est-ce que c'est accessible sur Steam Deck? Ok, Magaki et Locam, c'est les gens que j'attendais. Bon, ben, JB, écoute. Faudrait avoir. Le jour où ça va sortir. Peut-être que tu pourras mettre 500 balles pour acheter un Steam Deck OLED. Voilà. Attends, voilà, je dis ça comme ça au hasard. Hein. Ouais, c'est quand ton anniversaire? C'était là, avant-hier, là. Ce sera pour l'année prochaine ou dans 2 ans. Je pense que je prendrais peut-être un Steam Deck, mais dans... pas cette version-là. J'attends la version de 2026, genre. Ouais, voilà. Très bien. Il y a juste Bastien, qui est d'ailleurs à Taïwan avec Karl, qui a dit on s'est fait hagar par un vieux dans la rue à Taipei. Du coup, j'ai arrêté de suivre sur la Zotac, mais il s'est passé quoi? Genre, vous avez papoté? C'est quoi le... Attends... Harcelé par un vieux... Non, hagard, c'est quoi? Ça veut dire quoi, hagard? C'est là où je me sens vieux. Ça veut dire quoi, hagard? Je sais même pas ce que ça veut dire. Attrapé, quoi. C'était fait attraper. Moi, hagard, c'est Final Fight. Je ne sais rien d'autre. Pour moi, j'entends hagard, je pense Final Fight, donc je ne sais pas ce que veut dire hagard. Je pense que c'est hagard, pour moi, c'est attraper. Il est venu nous parler. Ok, donc t'as raté la partie sur Zotac. Ah bah écoute, t'auras plus qu'à regarder le replay. Hein. Hagard, agressé, abordé. Ok. C'est peut-être une façon. Il nous a chopé, tenu la jambe pendant 20 minutes. Persécuté en arabe. Ok, accosté, attrapé, ne pas être libre. Merci. Ok, donc c'est un peu quelque chose d'un peu comment? Prise d'otage. Voilà, très engagé. Ok. Qui était généreux. Je crois que tu voulais dire qui était généreux et ça a dû mettre. Je comprends rien à ce qu'il raconte.
Bastien, arrête d'être jeune. Il est quelle heure là-bas? Il y a 6h ou 7h en plus? Je comprends rien. On est après l'heure de l'apéro, ça doit être ça. Je comprends rien. J'ai pas la ref. Bon, les moddings, c'est cool, on passe à la suite. Oui, c'est ce que j'allais dire. Keteb, pour moi, c'était Mission Cléopâtre, mais je vois pas à quel moment. Ah, bah moi, j'ai vu le film il y a très longtemps et j'ai pas revu depuis, donc et c'est un film qu'il faudrait que je revoie parce que j'y repense et je ris. La suite, les amis, c'est le PSVR 2 et je vous avoue que c'est un petit, en ce qui me concerne, c'est un arrière-goût concret de aigre doux. En fait, tu vois l'image comme ça, tu te dis, waouh, PlayStation, franchement, ils font pas semblant, quoi. PlayStation, ils font pas semblant quand ils parlent aux joueurs PC dans la volonté de ce qu'ils veulent dire aux joueurs PC. Tu vois cette image-là, tu te dis que Sony a réfléchi à ce qu'il pourrait mettre pour que le joueur PC soit content. Oui, c'est foireux, mais je dis aigre doux, oui, c'est foireux. En soi, c'est foireux, mais je dis aigre doux. Je dis aigre doux parce que je suis comment je peux dire ça? Je suis quelqu'un de très nuancé. En fait, personnellement, j'attendais beaucoup que le PSVR 2 soit compatible PC. Vraiment. Parce que le PSVR 2, c'est techniquement parlant un des casques qui, en fait, est un des excellents casques sur le marché avec plein de technologies vachement cool. Oui, le PSVR 2 est mieux que le MetaQuest 2. Mais attention, Virtual Snow. Peut-être que le PSVR 2 sur ton PC ne sera pas forcément mieux que le MetaQuest 2 parce que tous les avantages du PSVR 2 ne sont pas compatibles PC. Et il y a deux problèmes en fait avec ce PSVR 2 pour moi. Les deux problèmes, c'est premièrement l'adaptateur qui te demande de faire sortir 3 câbles, de brancher 3 câbles directement. Ouais. On en voit 2 branchés au PC, donc c'est le câble vidéo et l'autre câble, j'ai oublié ce dont il s'agit exactement. Le troisième câble, on imagine que c'est l'alimentation parce qu'on ne le voit pas en fait aller vers le PC, donc ils ont dû le masquer, le faire passer en dessous. Enfin bref, quoi qu'il en soit, de toute façon c'est une image 3D. Hein. Par contre, le eye tracking, l'HDR de qualité, les vibrations haptiques, USB et DisplayPort, merci. Tout ce qui est lié à ce qui fait l'avantage du PSVR 2 ne fonctionne pas sur PC. Voilà. Et c'est dommage parce que moi, autant Wanda, le non sans fil, ça me gêne pas trop en réalité. Encore une fois, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils utilisent le casque sur la console, pas sur un PC. Donc... tu vois ce que je veux dire, c'est que l'intérêt, c'est que priorité aux possesseurs de PS5, tu vois. Ouais. Et ça me semble entre guillemets un peu logique, tu vois. Sinon, oui, c'est celui qui l'a déjà et qui a un PC, ouais. Peut-être. Mais en fait, qui sont-ils ces gens-là, à part moi? Franchement, dans le chat, qui a un PSVR 2 et a un gros PC qui permet de faire de la VR? C'est une question. Après, le message de Madingue est très important. Il faut savoir que les fonctionnalités pour le moment sont non disponibles et ne sont pas dans SteamVR. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est un câble SteamVR. Ouais, mais Romain, tu triches, toi. Toi et moi, on est à peu près pareil. Donc tu triches. Donc PlayStation ne pouvait pas... Ok, bon... Reza et PSVR 2, Madingue, il est à peu près dans les mêmes conditions. Bah oui, mais c'est cher, frère. Mais c'est pour ça que quand tu as déjà le PSVR 2, oui, pour le coup, ça peut avoir un intérêt si tu n'as pas un autre casque. Moi, si tu as un Oculus Quest 3, l'intérêt est un peu limité, par exemple. Si tu as un Oculus Quest 2, l'intérêt est quand même limité, parce que tu te poses la question, tu vois. Mais Madingue nous dit, PlayStation ne pouvait pas magiquement les inventer, mais ce n'est pas du définitif, comme Valve a prévu de migrer depuis SteamVR vers OpenXR, où certaines fonctionnalités comme le suivi de regard existent, on peut espérer les voir arriver. C'est vrai, on peut espérer un jour les voir arriver et on espère que ça arrivera parce que c'est vrai que pour l'instant c'est un peu dommage de ne pas pouvoir profiter à fond du casque et en même temps j'ai envie de dire, et là je fais appel à votre bonne foi, quand on y réfléchit, quand on se pose 2 secondes et qu'on y réfléchit, est-ce que vous pensez vraiment que PlayStation a voulu brider le casque? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Jamais de la vie. Quand PlayStation a sorti l'adaptateur là et qu'ils ont sorti le truc genre ouais, alors les fonctionnalités ne fonctionneront pas, machin. Très honnêtement, ça a dû leur faire mal au cœur. Hein. Moi, je vous le dis, parce que c'est certain qu'ils voulaient que ça soit compatible. Ils n'ont aucun intérêt à ne pas le rendre compatible, en fait. Pas. Moi, là, pour le coup, je ne sais pas. Aucune idée. Non, mais très honnêtement, ils n'ont pas d'intérêt à le faire. Quand ils réfléchissent, quelle que soit la façon dont... Ouais, le HDR, je ne sais pas pourquoi, tiens. Le HDR, je ne sais pas pourquoi. Mais quelle que soit la façon dont tu le mets, tu vois pas, enfin, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne voudraient pas que ça fonctionne bien. Alors, par contre... Après, sinon, c'est peut-être parce que c'est du coup communiqué, changer peut-être sur des
j'ai pas dire des secrets de fabrication, tu vois, mais des trucs qu'ils ont développés en interne, qu'ils n'ont pas envie de... Mais regarde, il y a Romain qui me dit qu'il y a déjà des moddings qui font fonctionner certains aspects, notamment, il parle, j'imagine, du HDR, tu vois. Ah, mais là, c'est pour ça que c'est un peu pour moi, déjà, j'y connais pas grand-chose. Donc là, pour le coup, je sais pas, j'essaie de spéculer en me disant pourquoi, mais... En fait, Flagada, Bones, je suis pas certain de ça non plus, en vrai. Je suis pas certain qu'il le pousse à acheter une PS5. C'était le cas au départ, mais aujourd'hui, je suis pas certain que ça soit le cas. Mais bon, c'est pas grave, les amis. On peut espérer, effectivement, GT7, il faisait partie de nombreux leaks pour une sortie PC. On peut espérer qu'un jour, ils sortent GT7 sur PC et que... en plus, pour le coup, ils ont un boulevard parce que Forza, il a eu mauvaise presse. Donc, ils ont vraiment, pour le coup, ils ont le champ libre. Ils sortent GT7 sur PC, ils ont vraiment un champ libre. Les gâchettes adaptatives. Alors, attends, qui dit c'est Raptar? Il est où, Raptar? Sont dispo sur PC, du coup, ça me semble bizarre. Oui, d'autant que Raptar et Romain... Il faut savoir que moi, j'utilise une manette PS5 sur PC depuis le premier jour et moi, j'ai vu l'évolution au fur et à mesure que le temps passe avec Sony qui implémente les gâchettes adaptatives au fur et à mesure des sorties de jeux et qui rajoute a posteriori la compatibilité des gâchettes adaptatives sur PC. D'ailleurs, juste un petit truc en plus, c'est que sur la DualSense Edge que je possède, il y a des jeux où ça fonctionnait sur la DualSense normale, mais pas sur la Edge. Et maintenant, là, il y a une mise à jour firmware et tous les jeux avec gâchettes adaptatives sur PC fonctionnent aussi avec la Edge, notamment sur Cyberpunk 2077, où quand ils jouent sur PC avec le DualSense et une DualSense Edge, ça fonctionne avec les gâchettes adaptatives. Donc en fait, moi, je pense que Sony est dans une volonté de quand même bien faire, même s'ils ont des choses à faire aussi, genre le PSN, etc. obligatoire, mais ils veulent pas juste faire chier les... Ils ont eu des contraintes. En filaire uniquement, mais ça, c'est une question de technique apparemment, Xobar, pour le PC. Mais bon, je suis pas là pour les défendre, hein. Je suis là pour me dire qu'ils sont... Je pense pas qu'ils veuillent faire chier les joueurs PC. Je pense au contraire qu'ils sont plus à aller vers les joueurs PC. Cette image-là n'est pas anodine, les amis. Tu mets cette image-là, tu envoies un message que tu veux positif. Sinon, tu mettrais pas ça, en fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, après, je sais pas si la limite, elle est parce qu'ils veulent garder des choses où ils ont pas, tu vois, qui sont propres à l'écosystème PlayStation et qui veulent pas non plus trop déborder je pense pas. sur le PC, tu vois, je sais pas. Je pense pas parce que quand tu regardes bien, quand ils sortent un jeu sur PC, à chaque fois, ils te mettent en avant des choses qu'il n'aura jamais sur PlayStation. Ou comme dit... Le moindre jeu PC qui sort. Non, mais tu vois, ou comme dit MKRZA, ça se trouve, c'est un barreau d'honneur, c'est-à-dire dans le sens où il y en aura peut-être plus jamais d'autres cases parce que peut-être ça coûte trop cher, il y a pas... De toute façon, oui. Alors, c'est sûr que c'est un échec, mais... C'est sûr que c'est un échec, mais... Si jamais ils voulaient se garder des trucs ou bien ne pas trop mettre en avant le PC... attention, moi je ne pense pas que ce soit un échec, c'est juste... Ouais, c'est une possibilité. Non, pour moi le PSVR 2 n'est pas un échec en soi, c'est un bon produit, etc. Ça marche, c'est juste que il n'y a pas le public derrière. Bien sûr. C'est pour ça que je parlais d'échec commercial. Oui, échec commercial, mais pas, tu vois... Ouais, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que s'ils étaient à se garder quelque chose pour leur console... Tous les trailers PC features qui sortent sur les jeux PlayStation sur PC montrent des choses que jamais une PlayStation 5 ne pourra faire. Tu vois ce que je veux dire? Et à cause de ça, ça prouve un petit peu que... mais bon. Enfin bref. Oui, peut-être Wanda, qui sont juste, que c'est juste plus bête, hein, qu'ils veulent juste simplement écouler les stocks sans investir des masses. Peut-être. Bref. Les amis, on va passer à la suite. On va avancer vite. Alors, ça, t'as même pas besoin de le... Si c'est chiant, le met même pas, quoi. C'est du Factor News. Lisez Factor News, hein, je vous le dis tout le temps et je le répète, lisez Factor News. Simplement que j'étais assis sur PC, on a posé la question à Strauss Zelnick, qui est le boss de Touquet, je crois. Ouais. Et il a répondu peut-être pas. Nos jeux, on les sort là où il y a du public. Donc en fait, il a rien dit du tout. C'est de la merde, ça sert à rien. C'est une langue de bois, comme le dit Factor News. Voilà, en gros, de toute façon, c'est sûr qu'il sortira sur PC. Vous avez vu comment GTA 5 se vend? Encore aujourd'hui, il est dans des tops sur PC, donc voilà, super, on s'en fout. J'en ai parlé parce que je pensais que j'ai pas grand-chose. Finalement, on a beaucoup de choses. Maintenant, il faut que je vous parle de ça. Je vais vous parler de Celaco. Celaco, un jour, alors que je suis posé sur X en train de défiler tranquillement. Aux toilettes, ça voulait dire? Non, pas du tout. Non, même pas. Alors que je suis franchement tranquillement en train de... Sur mon téléphone portable, je devais être à côté de mon père ou de mon frère, bref. Et je suis là en train de regarder un petit peu. Je vois Naufrag qui dit, genre, un tweet. On a essayé Celaco. C'est un truc de malade. Naufrag, comme je le dis, j'ai plutôt confiance en eux parce que
quelles que soient les équipes de Naufrag, hein, de Dr Loser, en passant par Nounours, à terminer par Stuka, par exemple, qui est là, à chaque fois ils ont toujours réussi à garder, en fait, cette constante qui fait que, en fait, j'aime Naufrag depuis toutes ces années. Naufrag, je connais ce site depuis, je pense, 2002 ou 2003, mais vraiment, il y a très, très, très longtemps. Là, ils disent, Celaco, c'est bien. Lisez notre preview. Et après, peut-être que vous allez l'acheter. Regardez rien que dans le chapeau. Hérétique. Alors, est-ce que c'est bien, Celaco ? Hérétique. Tais-toi et achète-le. Vous savez quoi ? J'ai lu la preview. J'ai pris mon téléphone portable. Attends, Virtua Snow, la famille, attends, écoute bien Virtua Snow. J'ai pris mon téléphone portable, je suis allé, j'ai tapé Celaco sur Steam, ça m'a ouvert l'application Steam. Il me propose Celaco et il me dit, tiens, il y a un bundle avec Mullet Jack. Alors j'ai fait quoi ? J'avais déjà lu du bien de Mullet Jack, donc j'ai dit, ajoutez le bundle, ajoutez au panier, payez. Terminé, bonsoir. Donc oui, Virtua Snow, j'ai acheté les deux. Je connais même pas c'est quoi Mullet Mad Jack. Comment ? C'est quoi Mullet Mad Jack ? Mullet Mad Jack, c'est un jeu rétro FPS. J'ai pas joué encore parce que j'ai voulu jouer à Celaco. Il était en bundle. Et si tu veux savoir ce que c'est, il faut aller voir le replay de l'émission de Reza qui en a fait une chronique hier. Tu vois, ça tombe bien. Comme quoi, Reza, merci la famille. Mais oui, Mullet Mad Jack, apparemment, c'est vraiment génialissime. Quoi qu'il en soit, j'ai pris Celaco. J'ai lancé Celaco sur mon PC. Je vous recommande de lire. Je vais vous montrer un trailer du jeu. Je vais baisser le son, mais je vais laisser le son. Je vous montre un trailer du jeu. C'est un jeu qui est pixel. En fait, Celaco, ce serait un mélange propre, vraiment, entre Doom pour la nervosité, machin, et Fear pour l'intelligence artificielle des ennemis. Des ennemis qui te contournent, qui prennent peur, qui te sortent de tes couvertures. Regardez juste le trailer du jeu. Regardez-moi ça. En plus, c'est très très beau, malgré le côté rétro. C'est très très beau, tu vois, c'est détaillé. Il y a de la destruction de décors. C'est super stylé, c'est super dynamique. Franchement, vous aimez les FPS. Solo, 100% solo. Vraiment, okay. C'est vraiment un jeu. Et c'est très long. Naufrag, je crois qu'ils disent qu'ils en sont à, je sais pas, une quinzaine d'heures de jeu et ils n'ont toujours pas vu la fin. C'est un early access, ils n'ont toujours pas vu la fin de l'early access, pour l'instant. Je crois qu'il y a du HDR. Faudrait que je vérifie. Bah attends, je l'ai là, je vais vérifier s'il y a du HDR. Alors, voyons, est-ce qu'il y a du HDR ? Non, il n'y a pas d'HDR. Mais franchement... Ouais, c'est un petit FPS bourrin nerveux, quoi. Ben ouais, mais sauf que... Avec une intelligence artificielle, c'est pas juste un FPS bourrin nerveux classique, entre guillemets, où t'arrives, tu butes des ennemis. Les ennemis, moi j'ai vu, en peu de temps, j'ai vu des ennemis qui me contournaient. En peu de temps, j'ai vu des ennemis qui me délogeaient à la grenade. Tu les entends communiquer entre eux, c'est exactement comme dans Fear. Dans Fear, t'entends les ennemis qui... c'est un jeu maîtrisé. C'est un bon FPS de l'époque, Gibus, c'est exactement ça. Sauf que, en fait, techniquement parlant, autant visuellement, c'est un moteur volontairement vieux, hein, mais ils ont ajouté des tas de trucs, les détails dans le rechargement de l'arme, la lumière projetée avec les ombres, etc., la fumée dense, enfin, c'est vraiment un truc de... c'est vraiment un truc de malade. Non, vraiment, c'est un truc de malade. C'est un jeu qui est arrivé en embuscade, qui m'a dit « Ah, attends, t'es Gotti, top 3 là ? Attends, j'arrive. » Donc là, pour l'instant, j'ai quoi ? 2 heures et demie de jeu dessus. Mais attendez, moi, je le surveille, enfin, je continue d'y jouer, et peut-être qu'il va passer dans mon top 3 et qu'il va être dans mon top... Ouais, franchement, c'est un Gotti en embuscade. Donc, les amis, vraiment, testez-le. Vous connaissez, on est sur Steam. Le jeu, il va coûter quoi ? Attends. Il y en a qui disent qu'il est à 11 balles, je crois. 11 balles ? Non, il est plus cher que ça, je crois. Peut-être sur certains stores. Il est à 22 balles. Honnêtement, moi, je leur donne les 22 balles sans trembler, vraiment. Le Molis me disait qu'il est à 11 balles sur mon store. Ouais, mais sur son store. Donc, c'est des stores de marché gris. Ah, ok. Donc, moi, je leur donne les 22 balles sans trembler. Et au pire... C'est un early access, donc il n'est pas sur Xbox. Hein. Je pense qu'il est que sur Steam. Vous le prenez sur Steam, vous y jouez. Si vous aimez l'FPS, vous allez kiffer, point. Ah, pardon, autant pour moi. J'avais pas compris. T'as raison, Olmolisme. Au pire, ce que je vous disais, vous le prenez sur Steam.
Une fois que vous allez y jouer, si vous aimez l'FPS, vous allez le garder. Et si vous n'aimez pas, en fait, pour une raison X ou Y, vous vous faites rembourser. Vous vous faites rembourser. Point. Vous vous faites rembourser. Et parce que sur Steam, vous le savez, se faire rembourser. Si je voulais me faire rembourser là, non, j'ai une heure. Si je veux me faire rembourser là, justement, comme j'ai moins de 2 heures de jeu, si je veux me faire rembourser, je clique sur demander un remboursement et ça fonctionne tout de suite. Allez-y. Et il est compatible Steam Deck. Et il n'est pas que compatible Steam Deck, c'est-à-dire que sur Steam Deck, vous avez un menu Steam Deck par défaut dès que vous lancez le jeu. Option. Tout en haut, il y a écrit Steam Deck. Vraiment, vous avez un menu pour le Steam Deck dès que vous lancez le jeu, donc il fonctionne très très bien. Donc allez-y, testez ce jeu, les amis. Testez ce jeu, et qui n'est pas sur Stadia malheureusement. Voilà, et maintenant, pour les 5, même pas, un peu moins de 5 dernières minutes, on va juste vous donner rendez-vous. De toute façon, ce soir avec... Attends, ne mets rien en fait, tu peux laisser sur nous. Je vais aller sur mes notes. Ce soir, avec Pépé, on va parler de cette période de l'E3 là, qui est en train de commencer. Donc là, ce que je vais vous dire très brièvement, c'est que dès aujourd'hui, à partir de... Non, j'ai fini avec le Steam Deck. Dès aujourd'hui, à partir de 19h, on a le Guérilla Collective. Mais, malheureusement, vous ne pourrez pas le regarder parce que vous serez en train de regarder l'émission de Pépé Garcia. C'est vraiment dommage. Donc vous allez le regarder en rediffusion juste après l'émission de Pépé Garcia. Après, le 7 juin, on a le lancement du Summer Game Fest avec 2 conférences. Une conférence justement sur penser avec des jeux indie pensés pour les joueurs qui ont des handicaps. Après le Summer Game Fest qui se lance à partir de 23h. Donc Summer Game Fest, c'est le remplacement de l'E3 par Geoff Keighley. Oui, c'est ça le visage du jeu vidéo aujourd'hui. On est très heureux. Lisez l'ironie sur mon visage. Day of the Devs dès le lendemain à 1h du matin. 2h du matin, le Devolver Direct, donc toujours le 8 juin. Moi, je vais suivre tout ça. Future of Play à 17h le 8 juin. Wholesome Direct à 18h. Latina American Games Showcase à 19h, donc spécialisé pour les jeux. Attends. Qu'est-ce qui m'a posé la question? Romain? Attends, Romain, reste là. Je te réponds dans quelques secondes. Women-led Game Summer Game Fest, donc mise à l'honneur des créatrices de jeux vidéo. Ça, c'est sur Factor News que j'ai lu tout ça. Donc, allez lire Factor News. 20h30. Future Game Show, 21h. Le 9 juin, 19h, c'est la conférence Xbox. Moi, oui, Romain, j'y serai à l'événement de Fab, de Nico. Bien sûr que j'y serai. Je serai là. J'ai pris mes places, j'ai donné des thunes parce que j'avais envie de soutenir le projet, donc j'ai donné plein de thunes et j'espère y croiser certains d'entre vous, ça va être très très cool. Et je suis avec vous depuis chaque conférence d'ailleurs. Mais avant ils m'invitaient, mais là même s'ils avaient voulu m'inviter, j'aurais dit non, je donne des thunes parce que là tu vois, c'est vraiment un projet personnel. Donc c'est avec amour que je suis là pour vous mes amis, comme d'habitude. Ah bah mais viens me voir Romain la prochaine fois, tu viens me voir, tu me dis salut, on discute. En plus tu m'as l'air de me ressembler. De point de vue purement des affects côté jeux vidéo, de ce que j'en ai vu là, j'ai l'impression qu'on a plein de choses à se dire. Donc viens me voir, ok? Donc on se voit dimanche. Et ensuite, on a le PC Gaming Show à 22h, donc ça sera 19h pour le Xbox Game Showcase et Call of Duty Black Ops 6. Salut Magaki, un plaisir. Merci pour tous les inputs sur le Steam Deck. À bientôt. Et le 10 juin. À 21h, on a Ubisoft Forward. Il y a d'autres choses qui arrivent. On n'a pas encore la date de Nintendo Treehouse comme ils le font chaque année. PlayStation avait déjà commencé, mais ça, on en parlera un peu plus en détail. Salut mon Reza, à bientôt. Ciao. On en parlera en détail dans l'émission de Pépé que vous allez regarder avec moi ce soir à partir de 18h sur la chaîne de Pépé Garcia. Et maintenant, c'était pas prévu et on va prendre le temps, on va prendre nos 20 minutes tranquillement pour pouvoir parler en cette journée de la commémoration du débarquement allié. On va parler des jeux de la Seconde Guerre mondiale. Alors là, on est en roue libre. Hein. On est en roue libre. On est en roue libre. L'idée, c'est... On n'a rien préparé. L'idée, c'est... c'est une idée de Malo, ça. C'était une idée de Malo. Ouais, c'est Malo. Ouais, je sais pas si il y a un classement sur tier list ou machin qui existe, mais de se dire, finalement, dans le chat, quels sont pour vous les... Quels jeux on retient et pourquoi? Quels jeux on retient et pourquoi? Moi, je crois que j'en ai deux. Mais je vais les garder un peu sous coude. Je vais voir si dans le chat, il y a convergence ou pas. Madingue, c'est bas, ça. Ça, madingue. Ça me blesse. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Bien sûr que c'est préparé à la zob parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Waouh, ça défile, les amis, ça défile. Alors, je lis ce que vous êtes en train de dire et je vous dis
à quoi j'ai joué et à quoi je n'ai pas joué. Medal of Honor, moi j'ai joué à Débarquement Allié, donc je sais pas si c'est Ali d'Assaut ou le même. Call of Duty, le 1, j'ai pas joué, j'ai joué au 2. Commando, c'est vrai, j'avais oublié que ce jeu était Seconde Guerre mondiale. Day of Defeat, j'ai jamais joué. Wolfenstein 3D, bien sûr que je joue à Wolfenstein. Et d'ailleurs, moi je pense que Wolfenstein, mais le deuxième récent, qui s'appelle New Order, New Colossus. Order, ouais, mais là, on est sur une Uchronie. On est sur une Uchronie, mais... purée, mais franchement, je crois que j'aime tellement ce jeu que je pense que... tu parles de réaliste. Et tout, on est loin du débarquement. On est loin du débarquement. Alors, c'est la même chose, débarquement allié. Band of Brothers, j'y ai pas joué. Sudden Strike, j'y ai pas joué. Let Loose, j'y ai pas joué. Wow, purée, je vous avais dit, les gars, que moi, en fait... Personnellement... Moi, j'en ai 2 que je retiens. Vas-y. Et qui ont été cités. Ouais. C'est déjà Commando 2. Ouais. Qui doit être, je pense, à l'époque, un des premiers jeux, dans les premiers jeux auxquels j'ai joué, fin 90, je crois. C'était Commando 98, 99, 2000, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Avant mon GOTY de mon enfance, qui était Little Big Adventure 2. Ah, je pense que tu avais dit FF10. Non, Ok. Little Big Adventure 2, c'est vraiment... je sais pas comment dire ça. C'est ma Madeleine de Proust, on va dire. Bien sûr. Et en fait, Commando 2, si vous ne connaissez pas Commando 2, moi je trouvais que c'était incroyable à l'époque et je pense que ça a peut-être pas si mal vieilli que ça parce que c'était de la... C'est de l'isométrique. C'est de l'isométrique. Et c'est de la 2D enfin c'est de la fausse 3D, c'est pas de la 3D. C'est de la fausse 3D, donc ça marche très très bien. Graphiquement à l'époque, ça me semblait déjà incroyable. Ouais. Et en fait, c'était un petit peu, je vais pas dire cérébral, mais je crois qu'on avait une escouade de 4 joueurs. C'est ça. En fait, on pouvait choisir, à chaque fois en début d'émission, je crois que c'était imposé, on avait genre soit un artilleur, soit un sniper, soit un espion. Et en fait, l'idée, c'est à chaque fois, c'était de réussir à rejoindre déjà le bout de la map. Et surtout, en même temps, on avait des petites missions où il fallait, tiens, je pense que tu peux le mettre sur YouTube. En même temps, ce sera plus simple, on aura des illustres. Mais tu pouvais, en même temps, tu avais des missions où tu devais exploser soit des containers, faire sauter des rails, etc. Et c'était assez pas mal en termes d'ambiance et de trucs. Et genre, j'y ai passé des heures et des jours quand j'y étais petit. Et petite confession, j'ai même fait croire un matin que j'étais malade pour pouvoir jouer à Commando le matin. Et ça marchait évidemment une fois, hein, mais... Commando 2. Ouais, c'était... je sais plus si c'était Commando ou Commando 2. C'était un des deux de mémoire. J'ai l'impression que c'était peut-être plus le premier que le 2. Je crois. Il y a les deux. Hein. Je sais plus. Là, il y a le 2 et il y a le 1 aussi. Je sais pas, je crois que c'était peut-être plus le 1. Parce que alors, le 1, il est là. Et c'est celui-là. Voilà, ça, c'est celui-là auquel j'ai joué. Exactement ça. Putain, j'ai des souvenirs qui reviennent. Et là, t'as du petit frisson de... C'est que là, j'étais en train de me dire, ça fait 16 ans que ce jeu est sorti. Et en fait, non, ça fait 26 ans. Ça fait 26 ans. 26 ans. Ouais. Et ça, je sais pas si tu pouvais y jouer en ligne ou pas, c'était que du solo. Je pense que c'était que du solo, mais je suis pas sûr. Et alors, j'ai lu le top de Nico. Et dans le top de Nico, moi, je m'y retrouve avec... de toute façon, Medal of Honor, Débarquement Allié et Call of Duty 2. J'ai pas joué à Call of Duty 1. Je m'y retrouve de ouf. J'ai vu quelqu'un qui parlait aussi de The Saboteur. The Saboteur, c'est un jeu qui était vraiment cool, même si tout n'était pas parfait, mais il y avait plein d'idées qui étaient super cool. C'est le développement qui était un peu chaotique. Mais le jeu était... j'ai toujours voulu jouer à ce jeu-là, Saboteur, et en fait, à chaque fois, je me suis dit, ouais, je vais être déçu, et je pense que je me le ferai un de ces 4. Aujourd'hui, ça a peut-être vieilli, hein, mais ouais, à l'époque, moi, j'étais plutôt... Ah oui, d'accord. C'était un jeu Xbox à la base, me dit Romain, et il est passé sur 360. Mais c'était très cool, hein. L'ambiance un peu, vous savez, noir et blanc avec des touches de rouge, le pari réduit avec justement ces personnages. Enfin bref, c'était quand même assez cool. Jack Dalliance, je connais sans y avoir joué. Après, on peut montrer les jeux au fur et à mesure. Moi, mon deuxième, c'est... alors ça, il faut avoir à peu près mon âge, mais début 2000, vous vous rappelez, il y avait la série Band of Brothers. Ouais. Et en même temps, il y avait justement le Medal of Honor qui était sorti et où on revivait, alors je ne sais plus lequel c'est, mais tu revis le début du jeu, c'est le débarquement. Ah bah oui, débarquement allié. Je me rappelle mais voilà. Quand j'avais joué à ça à l'époque, il faut se dire que quand on jouait à ça à l'époque, pour moi, c'était une claque, quoi. On est sur PS2, tu vois. Et c'est quand même un niveau, tu sais, un truc vraiment qui m'a marqué parce que c'est con à dire, mais... en termes d'histoire, c'est qu'on a les récits de la guerre, on a des images de la guerre, on a des documentaires de la guerre, des trucs du débarquement, mais
Bon, certes, on parle d'un jeu vidéo. Mais ouais, mais t'as l'immersion. Mais je peux te dire que à ce moment-là, quand tu penses au contexte, etc., et que t'es dedans, que t'as vu aussi, il faut sauver le soldat Ryan. Là, en fait, tu sens. En fait, bizarrement, ça reste un jeu vidéo, ça doit être du plaisir, mais c'est une des rares fois où en jouant à ça, je me suis dit, putain, en fait, c'était proche d'un truc comme ça, tu vois. En fait, c'est con à se dire, mais tu te dis, je vois rien, en fait. C'est-à-dire que les mecs qui débarquent, c'est ça, en fait. Ils n'ont pas d'horizon, ils voient rien, ils entendent, etc. Et t'es comme le joueur, et tant que le truc n'est pas arrivé, t'attends aussi, tu vois des trucs qui sautent à côté, et je trouvais que la mise en scène... Voilà, ce que j'allais dire, c'était l'arrivée de ces jeux solo avec une mise en scène qui où t'es immergé dedans. Et même, je veux dire... tu sors, tu dois te cacher, je sais plus, tu te fais buter, et après ça continue dans le bunker, etc. Et je trouvais ça incroyable, tu vois. Et c'est con à dire, mais ce serait pas déconnant de se dire qu'un jour, tu sais, dans des cours d'histoire, juste cette scène-là, tu peux la montrer. Parce que, évidemment, c'est pas... je suis pas en train de dire qu'on doit montrer du jeu vidéo forcément, parce que évidemment, c'est un parti pris, et la réalité n'était pas ça, mais... Tu te dis, putain, c'était ouf, quoi. C'est clair. Mais d'ailleurs, en parlant de scène du débarquement et de choses immersives et bien faites, le documentaire de TF1 qu'ils ont passé avant-hier soir, qui dure 8 minutes, sur le débarquement, justement, et sur toute cette période-là, c'est quand même un truc de dingue. Si vous ne l'avez pas vu, allez y jeter un œil. Je ne sais plus comment s'appelle le journaliste. Il faudrait que je le contacte d'ailleurs, parce qu'il faudrait que je lui demande comment ils se sont... Parce qu'en fait, c'est un journaliste à TF1 qui est spécialisé dans l'innovation. Donc, il est là que pour faire des... comment... Ah, mais je crois avoir de qui tu parles. Celui qui fait souvent les présentations dans les trucs reconstitués, etc. En fait, il a travaillé des mois et des mois dessus, apparemment. Et... Attends, il faut que je trouve. Voilà, c'est ça. Yannick Ezar, il s'appelle. Et c'est un truc, le documentaire, c'est un truc de malade. Vraiment, c'est un truc de malade. Faut que je le contacte. Je l'ai suivi là sur X. Je vais lui envoyer un petit message pour qu'il puisse un petit peu me raconter comment est-ce qu'ils ont fait ça. Parce qu'il y a du scan 3D, en fait, de visages de personnes, etc. Ouais, ça j'ai vu. Il y a de vraies personnes aussi. Et le scan m'a rappelé, le scan 3D de visage m'a rappelé littéralement le jeu Elle est noire. Vraiment. Donc ouais, débarquement allié, ben regarde c'est ouf parce qu'à l'époque, je me disais putain, c'est ouf, etc. Maintenant, tu regardes, on peut pas dire que évidemment c'est éclaté, mais on a... Bah ça a vieilli quoi. Depuis, ça a vieilli, mais à l'époque, je trouvais ça fou. Attends, on a Omaha Beach dans Battlefield 5. Et après, moi, c'est les deux seuls jeux auxquels j'ai joué où il y a vraiment l'ambiance de la Seconde Guerre. Après, évidemment, les Wolfenstein, les derniers n'ont rien à voir. On n'a pas Battlefield 5 ? C'est 1942 ? Ah oui, c'est Iwo Jima, effectivement. Bon, c'est pas la même, hein, mais... Bah, en même temps, si, c'est un peu... C'est pas la même, mais... C'est fou, quand même. C'est dingue, hein. Ouais, c'est pas la même, mais c'est un truc de malade. World at War 2, il y a Omaha Beach. On va regarder. Mais ouais, en fait, moi, j'ai pas beaucoup... En fait, je suis pas très fan des jeux dans la Seconde Guerre mondiale. Moi, c'est pas que j'adorais, mais la Seconde Guerre mondiale, moi, m'a toujours un peu fasciné parce que c'est un truc assez incroyable, en fait. Il s'est passé tellement de choses avant, pendant et même après. C'est même un truc qui nous suit encore. Et je sais pas, un moment où je te disais, moi, quand t'as 15 ans, que t'es ado, t'es en plein dans les cours d'histoire, il y a Band of Brothers, il y a les jeux comme Medal of Honor qui sortent. Et forcément, moi, ça m'avait un peu marqué à l'époque, quoi. Bah oui. Bon, en fait, ça va être compliqué au World at War 2 parce que, en fait, tu cherches World War et ça te sort, forcément, ça te sort World War, quoi, la Seconde Guerre mondiale. Mais après, il y a Romain qui dit on a une overdose. Évidemment, en fait, je pense qu'en plus, en 2004, on était quoi ? C'était les 60 ans à peu près, ou autour de ça, on n'était pas très loin. Ouais. Tous les 10 ans, de toute façon, comme on célèbre, soit il y en a qui s'en servent pour faire des jeux, entre guillemets, mais... Attends, est-ce qu'on regarde pas celui-là ? Mais ouais, vraiment, en fait, je sais pas pourquoi, moi, début 2000, j'ai l'impression que c'était vraiment... On mangeait beaucoup de Seconde Guerre mondiale, quoi. C'était docu, série, film. Hein, tu vois, le Soldat Ryan, c'était pas très longtemps avant, donc... Ouais. Après, moi, je trouve que c'est stylé. Hein. Quand c'est bien raconté et tout, je trouve que c'est stylé. C'est juste qu'effectivement,
J'aime beaucoup, enfin, de point de vue perso jeux vidéo, je suis moins touché par ce qu'il s'est passé, même si quand c'est bien raconté, ça me touche d'autant plus, plutôt que sur des histoires qui sont inventées totalement. Mais c'est vraiment juste que je suis moins dans l'histoire du jeu vidéo. Après, ça là, ce genre de choses-là, quand tu le vis dans un jeu vidéo et que tu as justement cette sensation d'avoir l'impression d'avoir été là, c'est un truc de malade. Ah non, mais en fait, c'est que je sais pas si, par exemple, des jeunes qui vont jouer à ça, en fait, ils vont être touchés de la même façon parce que ça va leur sembler déjà beaucoup plus loin. Faut pas oublier que la Seconde Guerre mondiale, moi, grand-père, arrière-grand-père était concerné par ça, donc générationnellement, tu vois, on était encore un peu, on pouvait encore parler à des gens qui ont connu ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui est né en 2010, c'est plus compliqué déjà, tu vois, donc ils sont déjà un peu plus déconnectés. Mais après, c'est ce à quoi servent les événements qui se passent là. Par exemple, pour les 80 ans, c'est le devoir de mémoire. C'est parce qu'en fait, on ne doit pas oublier. Oui. On ne doit pas oublier, et c'est pour ça qu'il y aura toujours des événements pour nous rappeler, et c'est parce qu'on se rappelle qu'on essaye d'éviter de refaire les mêmes erreurs. J'ai fait un reportage sur le devoir de mémoire à l'époque pour la Première Guerre mondiale. C'était justement un jeu vidéo de Bandai Namco qui s'appelle 11-11. C'est quel jeu celui-là, ça ? World War 2, Call of Duty World War 2. Il porte bien son nom. On va dire qu'il porte bien son nom. Je sais pas quand il est sorti quand ce jeu. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il y avait un jeu comme ça, je sais pas, où tu commences en parachutiste, ou je sais pas, où t'es parachuté, parce que là il y a beaucoup de scènes, là maintenant on a vu où t'as le débarquement, mais... Ouais, bah je sais pas. Mais je sais pas ce que vaut le jeu. Par contre, j'imagine que en termes d'immersion, ça doit fonctionner bien si on entend ce qui se passe, parce qu'ils doivent se raconter des trucs, tu dois ressentir leur stress. On a vu au début, la gars, il écrit une lettre, en fait, j'imagine, je sais pas pourquoi, pour qu'on retrouve sur son corps, pour je sais pas pourquoi. Ouais, mais c'est un J'imagine tu vois les mecs qui tombent devant toi, tu dis j'y vais pas, putain, l'horreur. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que historiquement ils ont débarqué, parce que je ne sais plus, est-ce qu'ils ont débarqué de nuit ou de jour ? Parce que là, on voit de jour. Ouais, apparemment c'était 2 jours. Ouais, Medal of Honor VR. Ouais. 7h13, ouais, tôt le matin, ok. Putain, marée basse, 400 mètres de plage. C'est horrible hein, quand tu lis tout ça et que tu revois le truc. Ouais. Regarde ça, frère. Franchement, en termes de campagne, c'est pas mal, hein. En termes de... ça a l'air bien, ça. J'ai envie de faire celui-là, moi. Ah, mais je crois que j'ai lu dans le chat que la campagne était pas ouf. Ah ouais ? Non, c'est pas celui-là. Vous parlez de celui-là pour la campagne ? Parce que moi, j'ai lu la campagne était ouf. Il y a Snowboats qui dit la campagne est vraiment bien. Alors, c'est bien ou c'est pas bien la campagne de ce Call of Duty là ? Parce que moi, ce que je vois là, ça me donne envie d'y jouer en fait. Avec le ME Garand là, dans sa main. Ah putain. Ah, il parlait de Vanguard. Ok, ça là est cool. Ça me donne... Moi, je vois ça, j'ai envie d'y jouer en fait. Hein. Ça, c'est le World War 2. Mais en immersion, ça... Purée, c'est impressionnant hein, quand même. Je sais pas de quand il date. 2017 ? Purée, c'est là que tu te dis que en fait, franchement, le jeu vidéo, ça vieillit bien parfois. Hein, quand on est déjà... On est à un plateau, tu vois, quand tu regardes... c'est quoi, c'est Battlefield ? C'est lequel ? C'est le 1 ou Battlefield 5 ? Battlefield 1, mais le 5 était encore plus beau, mais le 5... oh là 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 là, c'est... C'est fou. Après, c'est plus, tu vois, les effets, tu vois que les effets sont un peu vieillots. Oui, et puis les textures au sol, ce genre de choses. Par contre, les visages des personnages, l'immersion... Ça, oui. Waouh, purée, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, s'ils annoncent tous les Call of Duty dans le Game Pass, c'est cool. Mais je t'avoue, on va pas parler de ce qu'on attend là, mais je t'avoue, Nico, que moi, je veux plus que ça. Hein. Moi, je veux que Microsoft nous montre des jeux qui sont en train de développer depuis longtemps, tu vois. Moi, j'en ai marre qu'on me dise, on est en train de faire Fable, Perfect Dark, et que j'y vois rien, en fait. Parce que moi, Perfect Dark, j'ai adoré. Même le 0 et Fable, j'attends, tu vois. Moi, je serais déçu si j'ai que des gros trucs sur le Game Pass, ça m'intéresse pas, en fait. Je veux vraiment voir ce sur quoi ils travaillent depuis tout ce temps. Parce que j'en ai vraiment marre, en fait. Chaque année, je me dis, c'est bon, là, ça fait 5 ans qu'ils ont racheté, maintenant ça fait 6 ans, maintenant ça fait 7 ans. Et en fait, j'en ai juste assez de voir que on voit pas le concret. Donc, je veux vraiment une bonne conf, quoi. Et chaque année, je suis au minimum pas content. C'est-à-dire que je suis pas hypé. Je suis pas déçu forcément, mais moi, je veux être heureux, en fait, après cette conf. Donc, on va croiser les doigts pour que ça soit juste une excellente conf. Ça donne envie de le faire, hein, quand même.
Après, je sais pas si en termes de réalisme, on est proche ou pas, si surpris, tu vois vraiment l'endroit. Bah, c'est Call of Duty, donc forcément, on n'est jamais tout à fait proche en termes de réalisme. Mais ça fonctionne, je pense. Mais tu vois, Indiana Jones Avowed, c'est sympa ça, mais on l'a déjà vu. On a déjà vu du gameplay. Moi, je veux plus que ça, mon cher Nuit Sauvage. Ça m'intéresse pas de revoir ça que j'ai déjà vu. Je veux de la surprise, je veux du gameplay de jeux qui sont annoncés, je veux... En fait, je vais vous le dire de but en blanc, mais je veux qu'ils fassent du Xbox des très belles années ou du PlayStation des belles années. Parce que PlayStation, quand ils sont arrivés, qui t'ont montré The Last of Us Partout, ils ont montré que 4 jeux une année, je sais plus c'était quoi, mais c'est The Last of Us Partout, bien le premier, c'est un truc de malade. Moi, je veux juste qu'ils nous montrent du gameplay. Quelqu'un, il prend la manette et puis il joue à des jeux comme Sony a fait pour Uncharted 2, comme Sony a fait pour Horizon Zero Dawn à l'époque. Tu vois, c'est ça que je veux. Je veux pas un trailer à l'arrache où ils te disent le jeu va sortir dans un an. Non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux quelqu'un qui me montre du jeu qui est attendu depuis longtemps. Je sais pas s'il existe un mode ou un truc où tu perds quand tu te prends une balle, quoi. Parce qu'en fait, la réalité de ça, c'est qu'en fait... ça s'appelle Arma, mon frère. Nous, on le vit comme un jeu, tu vois, comme un truc, tu respawn, mais en vrai, faut se dire que les mecs, one shot ou une balle, et c'était fini, quoi, en fait. Tu vois, donc... ça s'appelle Arma. Si tu veux jouer à des jeux où tu meurs très vite... Ou alors joue à Celaco en difficulté max. Ah oui, j'ai pas dit, Celaco c'est très difficile dans la difficulté max. D'ailleurs, il y a déjà plein de trucs qui sont prévus, notamment un randomizer ou un truc dans le genre. Ou Tarkov, mais Tarkov c'est quand même plus du multi. Arma aussi, tu me diras. Mais non, Arma non. Ou Squad, oui, Squad, le jeu de Karl. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que j'ai lu ? Wanda qui dit, moi je pense que t'auras rien. Ah, Wanda ! En plus il dit désolé après. Mais non, Wanda, non, laisse-moi rêver. Rising Storm, si tu veux du... Squad, c'est le jeu fait par... Attends, non, c'est pas Squad. Le jeu qui ressemble à Squat. Le jeu qui ressemble à SWAT, comme 2 gouttes d'eau, là, la suite spirituelle de SWAT 3. Comment il s'appelle déjà ? Ah, celui où Karl il jouait... Oui, voilà. Non, c'est pas Squad, je me suis trompé. Comment il s'appelle déjà ce jeu qui ressemble à SWAT ? Ready or Not. Merci les gars, merci la famille. C'est ça, Oxobar et ma dingue, exactement. Il est 30, hein. Yes. Bah, moi je vais te laisser finir parce que. Non mais tu vas faire le changement et tout. Le changement, si jamais tu veux. Vas-y, les gars, on va de toute façon on va se dire au revoir gentiment. C'était quand même une émission bien sympa. Merci mon JB. C'était cool. Écoute, c'était cool. On a comme d'hab beaucoup papoté. Toujours. Mais c'est pour ça que j'aime. Pris du plaisir. Moi je vous laisse. Je vais en régie pour faire la fin et puis peut-être transition. Pas de problème. Et puis je vous dis soit demain, soit la prochaine. Avec plaisir mon JB. À plus. Ça roule. Opération Flashpoint. Oui, très bien. Opération Flashpoint, très bien. Ça va vite, hein, Jérémy. Hein. Ça va vite quand on s'amuse. Bah écoute. Ce soir, moi, je suis chez Pépé. On peut se retrouver chez Pépé à partir de 18h, les amis. 18h chez Pépé. Je vais parler un petit peu encore jeux vidéo, de ce qu'on attend, de très concret pour le coup. On va regarder un petit peu ce qu'on a avec le Pépé Twitch et Pépé YouTube. Il est sur Twitch et sur YouTube. Oh, merci Coca. Merci beaucoup Coca. On va aller voir Rivenzi d'ailleurs. C'est une bonne idée, tiens. Hein, JB ? Rivenzi, c'est la famille. RI. Quoi ? Tu cherches quoi ? Bonjour, bienvenue. Malheureusement, vous n'aurez pas. Comment dirais-je ? Vous n'aurez pas la chance de découvrir ce live Twitch ici. Les amis qui venaient de chez Coca. Ce que je vais vous dire, par contre. Vous qui venez de chez Coca, c'est de garder en tête que ici sur les numériques, on parle de l'actualité tech en général et le jeudi, c'est-à-dire les jours comme aujourd'hui, 11h30 à 13h30, on parle jeux vidéo. Donc aujourd'hui, on a parlé jeux vidéo. On a eu plein de gens trop cool dans le chat, toutes les familles, là, les Caribous, les Jérémy, les Romain, le Molise, il y avait Nico, bref. Plein de gens trop cool. Il y a eu Pepe Garcia qui est passé. Il y a eu Ganesh 2 qui est passé. Il y a eu Reza qui est passé. Il y a Wanda, là. Il y a eu Malo. Enfin, il y a eu que des gens vraiment de qualité. Donc, vous-même, je vous recommande de garder cette chaîne dans un coin de votre tête. À l'occasion, revenir. Et puis, vous allez voir qu'ici, c'est de la bonne humeur. On s'amuse bien. Sinon, ce soir, je vous donne rendez-vous sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube de Pepe Garcia. Pepe Garcia, c'est... vous tapez Pepe Garcia à 18h, vous allez voir. Rivenzi, on va aller raid Rivenzi parce qu'il joue à World War 2. Je compte sur vous. Quoi ? Il fait l'hommage. Hein ?
Il fait l'hommage. J'entends pas. Je disais, il fait l'hommage à... Pardon. Écris-moi sur Discord. Ah, il suit le direct. Ah, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Rivenzi... En fait, c'est pas grave parce que Rivenzi, c'est un mec qui... c'est un historien. Enfin, je sais pas si c'est un historien, mais en tout cas, c'est un mec qui connaît l'histoire. C'est sa formation de base. Et c'est un ami aussi, surtout. Et c'est un gars que j'adore. Ce soir, rendez-vous chez Pépé. Je compte sur vous qui arrivez depuis les numériques. Allez, dites à Rivenzi que je l'embrasse. Saluez Rivenzi de ma part. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Rivenzi. Allez le saluer de ma part. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Demain, rendez-vous même heure, même chaîne sur les numériques. Donc 11h30 pour pouvoir parler ActuTech classique. Hein. Ce sera pas moi, mais ce sera toujours quelqu'un de qualité. J'imagine que ce sera peut-être JB avec je sais pas qui. Avec qui? Il va écrire. On embrasse Rivenzi de ma part. Hein. Vous lui dites que je le salue bien bas. Raphaël, ok, c'est bon, voilà. Je vous dis à ce soir pour ceux qui seront là sur la chaîne YouTube de Pépé Garcia. Et je vous dis à très bientôt sur les numériques pour, comme d'habitude, des lives de la bonne humeur, de l'amour. Ciao!